Vous êtes toujours à l'écoute de la radio Ici Maintenant sur 95.2 par Île-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet, le magazine Énergie Positive, tous les vendredis soirs, 23h. Laurent Fent pour animer cette émission et notre invité ce soir, Mark Auburn, pour cet ouvrage 0,001%, l'expérience de la réalité. C'est aux éditions Interkeltia, Interkeltia avec un K, et Interkeltia ou Atlante d'ailleurs, et le blog de Marc, marc-auburn.com, marc-la touche du 6 pour ceux qui n'ont pas de clavier numérique, et Auburn, auburn.com. 08 92 23 95 20, puisqu'il y a des auditeurs qui ont appelé durant la respiration musicale, vous pouvez à nouveau intervenir pour poser vos questions. Donc à la question qui avait été posée par un auditeur sur si Marc tu connaissais une personne en question, donc je me rappelle plus là pour le coup le nom, mais tu ne la connais pas cette personne-là, ça c'est la première chose. Et puis au conseil de savoir si tu avais des ouvrages à recommander aux auditeurs pour la sortie de corps, tu en as pas, tu recommandes l'IAC, mais ils ont écrit plusieurs ouvrages, mais en anglais ou en portugais. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas l'occasion de parler ni l'un ni l'autre, eh bien, alors on va pas aborder tout de suite quelle est toi ta pratique ou ta technique, puisqu'il y a un auditeur ou une auditrice en ligne. Donc je propose qu'on fasse rapidement une nouvelle respiration musicale, comme ça je prends l'appel et puis l'auditeur pourra poser sa question. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Anne-Catherine. Anne-Catherine, bonsoir, bonjour. Bonsoir, alors donc j'ai une question à vous poser. Oui, Anne-Catherine, bonjour. Alors je voulais savoir pourquoi est-ce que dans les témoignages de NDE, les gens parlent qu'ils vont directement dans une lumière, alors qu'en fait il y a des personnes qui décèdent et qui passent à l'état de fantôme et qui vont pas directement à la lumière. Et je voulais savoir pourquoi il y avait cette différence en fait. Alors attends, l'état de fantôme, qu'est-ce que ça veut dire l'état de fantôme? En fait, pourquoi est-ce que quand on meurt, on n'est pas directement amené par nos guides ou nos anges, peu importe, à la lumière? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui continuent de errer en tant que fantômes? Ah oui, et qui d'accord, sont c'est pas ça. prises en Oui, charge ce directement? que vous appelez les fantômes, oui. Alors en fait, Oui. oui, bon, je prétends pas répondre à toutes les questions, mais bon, Excusez-moi, en fait, ma question c'est pourquoi dans une NDE, on a l'impression que la personne est prise en charge, qu'il y a des personnes qui viennent à elle, alors que dans une personne qui décède, j'ai le sentiment que alors en fait, elle oui, n'est pas prise en charge en je fait, vais vous ou donner mon point rarement. de vue, Anne-Catherine. Oui. La règle générale, c'est qu'il y a une espèce d'équipe d'assistants qui s'occupe des gens qui viennent de mourir. Voilà, ça c'est la règle générale. Oui. Mais il y a également une règle générale qui dit que l'état de conscience de la personne détermine l'endroit où va se trouver l'endroit au sens vibratoire du terme. Et si elle décide pour une raison ou pour une autre de rester sur le plan physique, les efforts des entités qui viennent donner un coup de main, là, qui doivent accompagner la transition, ne peuvent pas s'exercer. Parce que la personne, d'une manière ou d'une autre, elle s'oppose à l'opération. Donc ils vont s'environner d'énergie éthérique assez dense qui va les empêcher de percevoir ces aides et donc percevoir leur présence et puis même les empêcher de recevoir leur aide. L'aide qu'ils peuvent leur apporter. C'est en quelque sorte un mécanisme de protection, de bouclier qui s'installe de manière peut-être inconsciente, mais ça fonctionne comme ça. Ça, j'en suis sûr. D'accord. Donc, si c'est des gens qui sont particulièrement addicts aux endroits, comme je disais tout à l'heure, où ils ont vécu ou à des intentions qu'ils ont de régler certains comptes qui ne sont pas réglés, ils vont se constituer cette espèce de bouclier de masse énergétique autour d'eux et ils vont rester dans l'endroit. Ils vont devenir ce que vous appelez des fantômes, bon, enfin, qui est toujours une situation transitoire dans laquelle ils restent très proches du monde physique. Ça ne veut pas dire que des gens n'essayent pas de les tirer de leurs conditions, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pourquoi est-ce que les personnes qui font des NDE ne rapportent pas en général qu'elles ont été entre guillemets fantômes, parce que je ne sais pas quel terme donner,
Pourquoi elles disent pas, bah voilà, moi j'ai erré autour de ma maison pendant 3 mois Alors, et après j'y suis revenue. les gens qui font une NDE, par définition, ce sont des gens qui ne sont pas morts, des gens qui ont fait l'aller-retour. Et conjugué au Mais fait, pourquoi est-ce que eux, ils ont la chance de faire l'expérience d'aller à un point beaucoup plus loin que conjugué, certaines oui, personnes ce qui sont des décèdent? bonnes questions que je me suis posées aussi. C'est conjugué au fait que ces gens-là ramènent le souvenir. Parce que moi, je me suis posé la question, quand j'ai travaillé Oui. sur ces questions, sur ces histoires-là, je me dire, bon, qu'est-ce qui fait que certaines personnes se souviennent de leur sortir du corps de manière tout à fait limpide? Qu'est-ce qui fait que dans ces gens qui subissent je sais pas, des arrêts cardiaques au cours d'opérations, etc., simplement une part rapporte une NDE et la majorité ne rapporte rien du tout? Je me suis posé la question inverse, parce qu'on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'ils ramènent des NDE, mais pourquoi est-ce que, bon, les deux tiers, par exemple, 75%, ne ramènent aucun souvenir? Est-ce que ces gens-là n'ont rien vécu? Donc, posons la question autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Est-ce qu'ils n'ont rien vécu ou est-ce qu'ils n'ont pas ramené le souvenir de manière correcte? Parce qu'on sait, bon, moi je sais qu'il y a cette espèce de barrière qui peut s'installer dans laquelle, brutalement, quand on réintègre le corps, on peut très bien retomber dans l'amnésie la plus totale. Donc voilà. D'une manière générale, je reprends ce que je disais tout à l'heure, il y a un coup de main qui nous est donné par des gens qui nous accompagnent, même tout au long de la vie physique, parce qu'on a des gens qui nous assistent, voilà, et ils peuvent se manifester de manière très tangible. Moi, ça a été le cas dans ma vie, même que si je demandais rien, ils se manifestaient. Et c'est encore le cas en ce moment, ces dernières semaines. Même si je leur demande rien, ils font quelque chose que je leur ai pas demandé. Bon, voilà. Vous pensez que vous les qualifiez de guide ou... Non, moi j'appelle ça des amis, c'est-à-dire, d'après moi, il n'y a pas une question de hiérarchie. Ouais. Peu importe le nom qu'on leur donne, ce sont des gens qui font un certain travail bénévole, qui ont plaisir à faire et que nous on pourrait faire à leur place. Voilà, tout simplement. Moi je les vois plutôt comme des espèces d'amis, euh, genre de la famille, si on veut par là. Voilà. Pour moi, ils n'ont pas la notion de hiérarchie, quelque chose d'assez enfin, terrestre, on va dire. Voilà, ce sont des gens qui sont bénévoles pour faire ce genre de job. Voilà, ce genre de mission. Oui, mais par exemple, tout à l'heure, vous avez dit que c'était l'intention de la personne qui fait qu'on se réincarne. Oui. Mais est-ce qu'on peut être poussé, en fait, à se réincarner alors qu'on l'a pas choisi? Ben, il suffit de regarder ce qui vous arrive dans la vie ordinaire, ou peut-être pas vous, mais d'autres. Les gens sont poussés souvent à faire des choses qui sont assez illogiques. Il semble qu'ils ont des désirs assez incohérents, mais bon, c'est bel et bien ce qui dirige la vie de la plupart des gens. C'est quelquefois des choses, des souhaits, des comportements qui semblent avoir décidé eux-mêmes et qui vont pas forcément dans le sens de leur intérêt. Mais fondamentalement, c'était bien leur intention que de faire telle ou telle bêtise, si on parle des bêtises, hein, Mhm. de choisir tel type de partenaire pour se marier, etc. Donc, il n'y a pas à chercher bien loin, à chercher dans les mondes supérieurs, regardez ce que les gens font au quotidien. Voilà. Donc, ce qui détermine leurs actions, c'est leurs intentions. C'est leur intention au sens un peu plus élevé. Donc, ça va diriger leurs actes et qui sont pas toujours compréhensibles ou logiques. Voilà, c'est la même chose du point de vue de l'incarnation. Les intentions sont pas toujours explicables ou logiques, elles peuvent sembler incohérentes ou incompréhensibles, mais fondamentalement, c'est bien leur plan d'existence qui est en cause, et peut-être qu'ils n'ont pas si tort que ça de vouloir faire les choses de cette manière-là. Donc voilà, c'est pas forcément l'intervention d'une entité supérieure ou de règles divines qui détermine l'incarnation. Moi, je le vois pas comme ça. Je dis pas que j'ai raison, mais dans ma compréhension, c'est pas aussi simple. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer là avec vous. Sinon, j'ai une autre question, si c'est possible de vous la Allez, poser. vous avez droit à plein de questions. Je veux savoir, en fait, quand on cherche, admettons, à se connecter à une autre âme, à Euh, distance, à se connecter à une autre âme, qu'est-ce que vous voulez dire? bah justement, je sais pas, Ah, essayer d'être avec quelqu'un qui est loin, qui est loin mais que vous connaissez ou pas? euh, jamais rencontré physiquement. Bah, que vous avez rencontré, oui, d'une manière ou d'une autre, oui, physiquement si vous voulez, mais vous connaissez, enfin, si vous évoquez un cas précis, c'est ça, Catherine? Bah, en fait, je veux savoir si, quand on cherche à se connecter à quelqu'un et qu'on sent quelque chose, est-ce que ce qu'on sent, c'est la personne ou est-ce que c'est, par exemple, si j'ai bien compris, on est constitué d'un corps physique et on a d'autres corps invisibles Oui. qui nous constituent. Est-ce que c'est ça qu'on sent ou est-ce que c'est une autre personne? Alors, une autre.
Alors, Est-ce que ce qu'on sent, ça nous appartient? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une partie de notre corps, mais invisible parce qu'on est constitué de multicouches, si j'ai bien oui, compris. enfin de une petite dimension, oui. Mais Ouais. oui, je vous réponds les deux. Ce que vous sentez réellement, c'est votre corps énergétique, et à travers lui, vous avez des informations sur votre corps physique. Moi, c'est mon point de vue, hein. Vous sentez surtout votre corps énergétique. C'est la meilleure connexion que vous aviez avec le monde physique. Vous sentez pas directement le corps physique. Vous sentez les effets du corps physique sur le corps énergétique. Mais bon, ça, c'est pas très utile comme explication. Maintenant, si vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un, bah, c'est comme dans le monde de celui qui vous entoure sur le plan matériel. C'est la même façon. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut savoir de qui il s'agit et où vous pouvez le trouver. Donc, c'est ce que j'appelle avoir une adresse. Donc, à partir du moment où vous savez de qui il s'agit et où vous pouvez le trouver, vous pouvez le rencontrer. Et quand vous rentrez en son contact, c'est un véritable contact. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais les règles sont les mêmes à tous les niveaux. C'est la même chose. Si vous rencontrez quelqu'un, il faut savoir de qui il s'agit et où il se trouve et que cette personne soit d'accord aussi pour vous rencontrer, parce que bon, éventuellement, hein, ça serait mieux. Mais si vous avez aucune idée de Non, mais qui il si par s'agit, exemple, oui, par pardon, exemple, quelqu'un vous dit, bon, quelqu'un qui a des capacités, on va dire, elle vous dit, vous êtes en lien avec une autre âme, quelqu'un qui a des capacités de quel genre? bah, médium. Alors, bon, bon là, je sens que je vais pas être gentil, mais bon, avec les médiums, mais bon, j'ai ma définition personnelle du médium, mais bon, je vais pas me faire que des copains. Bon, ça m'est égal, hein, Pourquoi mais vous, parce que vous pensez quoi, vous, des médiums? Je pense que ce sont des gens qui ont pour caractéristique principale d'être extrêmement perméables énergétiquement. Alors évidemment, je ne prends pas le problème du point de vue d'un Ouais, jugement ça de veut dire valeur, quoi? mais ils ont cette particularité d'être une espèce de... euh, Tu en parles dans le livre, hein, tu en rencontres une, hein. ouais. Vous voulez euh, dire qu'en fait, c'est plutôt de la télépathie qu'ils font avec nous et du coup, ils non, nous même, racontent non, ce qu'on a non, vu je dis ensemble? pas ça. Je dis pas ça. Je dis que, bon, si vous voulez que je réponde un peu plus directement à votre question, la nature profonde de ce qu'ils font induit que de toute façon, ils récoltent un certain nombre de choses dont ils connaissent pas la provenance. Voilà. Ouais. Et on sait, enfin, moi j'en témoigne un peu dans le bouquin, qu'il y a quantité de choses qui peuvent arriver de toutes les origines possibles. Et bien souvent, ça vient de créatures qui sont très proches du monde physique et qui ont envie de bien se marrer avec nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de grandes envolées lyriques et très métaphysiques. Mais bien souvent, c'est du gros foutage de gueule. Effectivement, j'en parle dans le bouquin. Et Ouais, je voilà, c'est comprends. du gros Les foutage de gueule, médiums, même si ça a l'air vachement solide et que ça peut durer pendant des années et qui vous donne des preuves. En plus, c'est facile pour eux de vous dire, ben, tiens, dans 2 jours, il va t'arriver tel ou tel truc, ou tu as ça dans la tête précisément que tu es tout seul à savoir, parce que pour ces créatures-là, c'est extrêmement facile. Donc, le foutage de gueule ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fond de vérité, voilà, c'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'un médium par nature, en général, je relativise, hein, c'est quelqu'un qui va récolter des informations, mais qui ne sait pas d'où elles viennent. Parce que par nature, sa structure énergétique n'est pas ce qu'il est en moyenne pour les êtres humains, c'est une espèce de coque qui le protège des influences extérieures, assez hermétique, mais c'est assez fissuré, on va dire, ou naturellement, ou alors ceci naturellement, ou parce qu'il prend des drogues, ou qu'il boit, ou qu'il est vraiment déséquilibré psychiquement. Il peut y avoir plusieurs types d'origines. Et cette oui. espèce de fissure fait qu'il accède plus facilement, n'ayant pas cette défense naturelle, à ce qui Alors, l'entoure. Voilà. alors donc, pour vous, un médium, il n'a pas des dons, il a au contraire, Il c'est le a contraire. une espèce de handicap. Voilà, bon, c'est pas un jugement de valeur, un espèce de handicap par rapport à la moyenne des Mais gens qui fait qu'il est vous, poreux par rapport aux. oui, mais parce que vous dites que par exemple, vous êtes en compagnie de gens qui vous font des choses pour vous. Vous êtes d'accord? Vous dites ça? En compagnie, ils interviennent de temps en temps. Je ne suis pas rentré dans les détails encore. Oui, mais par exemple, vous pensez pas qu'il y a des médiums qui puissent être en contact avec ce qu'on appelle leur guide? Bon, après, on peut appeler ça autrement, Ah mais bah, bien sûr, tout peut arriver, mais le truc c'est que vous-même, quand vous déléguez, on va dire ce que vous devez croire ou expérimenter ou avoir comme oui, information à quelqu'un d'autre, vous savez pas, alors que le gars en lui-même, même s'il a bonne réputation, il connaît pas la source exacte, alors vous la connaissez encore moins. Vous vous adressez à un ah, gars, c'est oui, l'homme qui a vu l'ours. Vous voyez, moi ce que oui, je dis dans le bouquin, c'est vous voulez savoir ce qui se passe, allez-y vous-même, voilà, sortez de votre corps, allez voir un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. Au moins, vous savez, c'est pas une information de deuxième main que vous avez, c'est la première main. Voilà. Le médium en général, et effectivement moi j'en ai connu un peu, il reçoit des impressions qui sont authentiques, mais il ne sait pas d'où ça vient.
Il ne sait pas. Il ne sait pas si ce sont des créatures bon, enfin, bon, des plaisantins du monde astral inférieur, comme on dit, qui sont là pour se foutre de sa gueule, même s'ils sont très doués. Il y en a qui sont extrêmement doués. Moi, je témoigne du fait que ces choses-là sont à prendre avec beaucoup de précaution. Maintenant, ça fait plaisir à un tas de gens, parce que ces gens-là savent vous faire plaisir, de Mais dire, même ce qu'il raconte, si ça corrobore oui, des ben, choses bien que sûr. vous sentez vous-même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très facile pour les créatures dénuées de structure physique. C'est très facile. Oui, ils sont capables d'être d'accord avec vous, de vous raconter des choses que vous êtes la seule à savoir, et ça vous permet justement très facilement d'avoir une certaine emprise sur vous. Alors, je dis pas que c'est mal, je dis il y a des entités qui s'amusent à ça avec les médiums, et que les médiums ignorent totalement ce qui se passe. Et donc, Voilà. vous arrivez à vous faire totalement confiance dans tout ce que vous vivez, en Bah, et fait. quand vous, mais c'est exactement, si je peux prendre, excusez-moi, hein, Oui, mais vous vous dites pas vous-même que vous pouvez vous faire balader vous-même. mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous allez dans un lieu pour mettre les mains directement dans les affaires, c'est Ouais. vous-même qui y allez, en chair et en os, on va dire, et que vous ouvrez vos yeux et vous regardez et vous touchez, vous êtes quand même un peu plus sûr que d'envoyer un gars qui sait même pas où il va, les yeux Oui. bandés, avec des moufles, qui va aller Mais voir alors, dans un ma placard. Voilà. question. Oui, mais alors dans ce cas, moi, je pose la question, c'est est-ce que vous, par exemple, vous allez expérimenter des choses en fonction de votre vision du monde et de vos croyances, ou est-ce que c'est réel ce que vous expérimentez? Est-ce que c'est, vous voyez, est-ce que vous influencez vos expérimentations, en Mais fait? de toute façon, l'endroit où vous allez est déterminé, surtout quand vous êtes dans le corps de lumière, est déterminé directement par votre état mental. Donc je parle de l'endroit où vous allez. Après, ce que vous voyez bien souvent, c'est tellement inattendu et nouveau que, Ah, que ça peut pas sortir de que votre vous pouvez pas vivre. dire que vous l'avez voulu, parce que c'est à chaque fois, enfin presque à chaque fois, complètement nouveau de ce que vous avez vécu précédemment et que vous ne D'accord. Donc tirez vous pas pouvez votre pas chapeau. Ouais. l'avoir. Non, vous D'accord. l'inventez pas. Vous Non, pouvez pas mais l'avoir bon. inventé. Ah non, non, c'est franchement, bah, quand on se raconte nos petites histoires entre voyageurs, on se reconnaît à ça en particulier. Ouais. C'est Ouais. des trucs qu'on n'invente pas, c'est pas possible. Mais il y a quand même des Ouais. caractéristiques très spécifiques de ce genre de choses et qui fait qu'on se reconnaît facilement les uns les autres. En 15 secondes, je sais si une personne fait ce genre de Ouais. choses ou pas. Voilà. Ou Alors donc, si elle est lue ouais. dans un bouquin. C'est pas du tout la Parce que même chose. comme il y a des spiritualistes qui disent que tout est illusion, alors vous voulez dire que non, il y a une réalité qui existe Alors en ça fait. c'est voilà bon, écoutez moi vous faites comme vous voulez mais moi ces Mhm. gens-là bon, moi aussi je peux dire ça bon tout est illusion et après bon voilà c'est très bien ça fait très religion orientale et partant de là on fait Ouais. quoi toute illusion bon oui alors c'est vrai d'un certain point de vue dans le monde astral où j'explique parce que c'est la réalité que toute projection de l'esprit s'actualise autour de nous et qu'il faut faire attention et j'explique comment j'ai passé moi tous ces caps-là, me méfier de tout ça. Premier truc que j'ai essayé de faire pendant des années, c'est de dissoudre tout ce qu'il y avait autour de moi. Parce que mon obsession, c'est de me dire, est-ce que c'est pas une de mes créations mentales? Donc j'explique que c'est la règle, que dans les mondes supérieurs, le pouvoir de création de l'esprit est absolument gigantesque. Et c'est exactement ce qui est dit dans le livre des morts tibétains. Quand on le lit attentivement, on voit que on rabâche en permanence à l'étudiant, enfin au nouveau décédé, au nouvel arrivant, que quoi qu'il voit, de toute façon, ça a de grandes chances d'être la projection de son propre esprit. Mais à partir de quand ce n'est plus la projection de son esprit et c'est entre guillemets la À partir réalité du alors? moment où vous êtes dans un monde consensuel, et C'est le quoi monde ça? consensuel, c'est un monde solide qui a été créé, malgré tout créé, parce que on peut même considérer que le monde physique a été créé de manière consensuelle, Ouais. et qui ne dépend pas de votre idée du moment, et qu'il est stable et solide parce qu'il a été bâti par un grand nombre de personnes et on va dire sur une plage temporelle très large. C'est comme ça que les mondes supérieurs se sont bâtis. Voilà. Ils ont l'air stables et solides. D'abord parce qu'ils vibrent à la même fréquence que vous. Ensuite, ils ont une existence longue dans le temps. Mais même la stabilité du monde physique, elle est relative. Si vous regardez à l'échelle temporelle une ville, même comme Paris, vous la regardez sur 20 000 ans, vous voyez qu'elle évolue très vite et qu'elle va finir par se détruire et disparaître totalement. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est une question de point de vue, de vision. La stabilité du monde physique ou des mondes non physiques est vraiment une question de point de vue. Voilà. Donc, mais il y a une réalité, effectivement, objective, c'est celle qui ne dépend pas de votre état mental à proprement parler de manière directe. Et est-ce que la vie physique incarnée, ça dépend de notre état mental ou non, c'est Bien sûr. consensuel? Bah, vous voyez bien. De toute façon, ce que vous décidez au quotidien, ça dépend de votre état mental. Là où vous allez aller, où vous allez vous promener quelque part, ça dépend de votre décision, de votre intention. La manière dont vous construisez votre vie, dont vous opérez vos choix au jour le jour, à chaque seconde, c'est de l'ordre de l'intention et du libre arbitre. Donc c'est oui, c'est quelque chose que vous faites de manière intentionnelle, c'est de l'ordre du consensuel. Et collectivement, on décide de penser tous de la même façon. Donc on bâtit le monde dans lequel on est
par consensus collectif. Si on le trouve pas très chouette, pas très sympathique, on l'a bel et bien bâti ensemble. Donc vous pensez qu'on a un libre arbitre ou pas? Oui. Ouais. Si on veut s'aventurer dans ce genre de spéculation pour se faire plaisir, oui. Mais bon, je pense pas que la question mérite vraiment la peine d'être posée. Enfin, excusez-moi. Et, Pas plus que la question de la relativité de toute chose, que tout est illusion. Moi, je ne peux et, pas m'empêcher quand une personne me sort ce genre de platitude qui ne dit absolument rien, qui joue à l'être éveillé. Bon, voilà, pour moi, c'est pas digne d'intérêt du tout. et sinon, vous pensez quoi de la notion de soi supérieur et tout ça? Oui, oui, j'en pense quelque chose de précis. Oui. Je raconte dans le livre, et je l'ai raconté ce soir, que je me suis rendu compte de l'existence de cette chose-là de manière très expérimentale, puisque je me suis rendu compte de son action sur ce que j'appelle moi, au cours de certains voyages. Je me suis rendu compte qu'il y avait une partie supérieure de moi-même qui prenait la direction des opérations, et que même si j'étais contre au début, de toute façon, c'est lui le chef. Et puis, D'accord. Et oui, ma question, c'est est-ce que chacun a un soi supérieur ou est-ce que c'est un soi supérieur général pour tout le monde? C'est le même être pour tout le monde. alors, vous avez deux façons d'aborder les choses. D'abord, si vous considérez le soi comme étant quelque chose de limité et de séparé, si vous voulez considérer les choses comme ça, oui, vous pouvez vous dire, de ce point de vue-là, que vous avez un soi séparé des autres êtres. Mais vous pouvez aussi considérer les choses, parce que toutes ces réalités peuvent coexister, et c'est pas non plus, je vous fais pas une réponse un peu facile du style je sais tout, je suis un véritable gourou, mais on peut considérer à l'instar de certaines personnes qui l'ont énoncé de cette manière-là, que le nombre d'êtres sensibles dans l'univers est égal à 1. Oui. Et est-ce que le soi supérieur, c'est l'âme ou ça n'a rien à voir? Vous êtes votre âme incarnée, par exemple, et vous avez en plus ce qu'on appelle le soi supérieur qui vous supervise et qui vous fait aller là où il Alors, veut, ça qui veut dépend si on vous aime bien passer. les définitions à la noire. Enfin, bon, Ouais. comment est-ce qu'on définit l'âme? Alors, c'est assez arbitraire. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Ça englobe quoi? Ben, j'en sais rien. Bah voilà, bah si vous en savez rien, vous posez la question, je compare quelque chose dont je ne sais rien à quelque Non, chose parce dont qu'en fait, ma question véritable, c'est là Allez, actuellement, je suis un être humain, on va dire incarné. oui, allez, Mais quand je vais mourir, je serai, je suppose, une âme. un être humain désincarné. Oui, mais je serai une âme, je Mais suppose. Je serai pas un vous être. êtes déjà une âme, hein, du point de vue de la, vous êtes une entité spirituelle, éternelle. Enfin bon, voilà, Bref, admettons, je suis une âme. oui, si Mais vous voulez, par exemple, si je veux être en relation avec ce une que vous autre âme, appelez, vous, le soi. oui. Bon, Euh, le soi. Vous êtes déjà en relation avec ce soi parce que par nature c'est vous-même. Oui, mais c'est ça que quand on meurt, Hmm. on a, on n'est pas directement ce soi, je suppose. Alors bon, je vous parle encore une fois de l'expérience. Le sentiment qu'on en a quand on quitte son véhicule physique, c'est qu'on Ouais. abandonne une partie de ce qu'on appelle la personnalité, l'ego, etc. Et on a vraiment l'impression qu'on a laissé ça dans la viande. Et par contre, on gagne d'autres caractéristiques. On a l'impression qu'on est beaucoup plus soi. Donc j'ai tendance à dire que plus on monte en vibration, plus on réaccède à ce qu'on est en réalité. Et plus on a conscience on n'a jamais vraiment quitté cet état d'une certaine façon, tout en étant un peu éloigné de cet état-là. Ce sont des paradoxes qui coexistent. Donc, Ouais. on a un grand sentiment de familiarité plus on se rapproche de soi. Et on se dit qu'on a toujours été comme ça en fait, et qu'on l'avait simplement perdu de vue un court moment, mais qu'on avait eu l'intention de le perdre de vue, ça faisait partie de l'expérience. Je ne sais pas si je réponds bien à vos questions. Bah, moi, ce qui me fait peur, c'est que je me dis qu'en fait, si en fait, en réalité, on est ce soi, bah, je me dis qu'au bout d'un moment, au bout de la chaîne, on est tout seul, en fait. Parce Alors, que si par exemple je suis une âme, oui. admettons je suis une âme, bah, si je suis une âme, je peux être en relation avec le soi supérieur, donc je suis plus seule, je suis avec quelqu'un. Mais si je suis le soi à un moment donné parce que j'ai quitté mon corps et je deviens le soi, bah, je suis toute seule alors. Alors, vous avez, moi, je vous réponds à la question, mais peut-être en y répondant à côté. Encore une fois, je me base sur mon expérience. Moi, Oui, mais je vous réponds. Voilà, je vous réponds. répondez-moi. La manière dont vous posez la question et ce qu'il y a derrière, moi, spontanément dans mon esprit, je revois certaines scènes que j'ai vécues. Moi, je peux vous dire que quand on monte, quand on revient un petit peu à la maison, dans les endroits où on séjourne normalement, on n'est plus du tout préoccupé par ces histoires d'être tout seul ou d'être avec quelqu'un, parce que la question ne se pose plus. On baigne Ouais. dans un monde où absolument tout est amour et présence. Donc la question d'être avec quelqu'un ou avec personne
est absolument égal que vous soyez avec quelqu'un ou avec, pas de manière métaphorique, hein, que vous soyez seul ou avec quelqu'un, vous êtes exactement dans le même état de plénitude et environné d'amour à l'intérieur et à l'extérieur, exactement comme si vous étiez avec quelqu'un d'autre. Dans ces mondes-ci, c'est comme ça que ça se passe. Allez-y, C'est juste. vous verrez. Vous verrez, vous ne Mm. vous poserez plus la question. Vous n'avez plus le souci de la Oui, solitude parce que l'endroit où vous êtes vous remplira totalement. Que vous soyez avec quelqu'un, c'est bien. Si vous êtes toute seule, de toute façon, il vous manquera rien. Ça ne changera rien. Vous êtes dans un univers naturel, dans lequel il y a tellement d'amour qui déborde de tous les sens. C'est de la nature même de cet univers-là, enfin de ces univers-là. Et la question ne se pose plus. Et Anne-Catherine, je très suis bien. désolé, mais il y a Camilla qui attend aussi depuis un quart d'heure. Oh Donc, la vache. ça sera la fin pour vous, si je puis dire. Désolé, Anne. Merci Désolé, Isabelle. Anne-Catherine. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Au Au revoir. au revoir. Au revoir, merci. Et nous accueillons Camilla. Camilla, bonsoir. Bonsoir Marc et Bonsoir, Laurent. Camilla. C'est une super conclusion en fait, Marc. Laquelle? Qu'on fasse partie du tout en fait, on se pose même pas la On se question. posera plus la question parce qu'on sera, Bien sûr, c'est voilà, évident. on aura la réponse à certaines de nos questions, mais pas de la manière dont on l'attendait. On se pose plus les questions de la même manière. C'est clair. Ouais. C'est tellement puissant que souvent dans les films de science-fiction ou dans notre mental d'humain, on se dit souvent que l'amour en fait c'est un sentiment humain et on a Oui, des leçons à donner à d'autres êtres, oui, alors que pas du tout en pas du fait. tout. L'amour il est partout dans l'univers Oui, et donc on n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit en fait, voilà, voilà. finalement. C'est même le fondement. Je pense que là, c'est quasiment la matière de la conscience et de l'univers. Et donc, on n'a pas besoin d'aller en chercher plus. De toute façon, c'est notre essence propre et on n'est jamais seul. C'est ça. Et oui, et pour moi ça a été une des clés aussi. Et une autre clé qui a été qui est aussi pour moi, c'est le terme de conscience en fait. Je savais pas que en fait, j'avais pas encore compris le sens en fait du terme conscience. Mais je pense que c'est un mot vraiment puissant en fait. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? oui. Mais bon, moi je suis pas une intellectuelle, donc je vais pas vous parler de philosophie, Alors, des choses comme alors ça, ça va parce vous que c'est pas mon truc. ça va vous faciliter les choses, Camilla, pour comprendre les choses. Le fait de ne pas être une Il faut intellectuelle. l'expérimenter en fait pour Oui, moi. ouais, c'est mieux. En fait, des fois, vous avez même pas besoin d'explication, il faut juste expérimenter C'est et vous ça, dites, bah, je sais, c'est tout, c'est comme ça. c'est ça. Et donc moi, ma question, c'était la suivante. En fait, c'est très bien que l'auditrice est passée avant moi parce qu'elle a parlé des médiums. Et donc, moi, je voulais savoir quelle était pour vous la différence entre voyage astral et le channeling, en fait. Le channeling, alors voilà, moi j'ai donné ma définition, mais voilà, bon, Mais la channeling qu'on fait par soi-même, en fait, pas par ah, l'intermédiaire d'un médium. alors bon, là aussi, quand ok, bon, vous pouvez faire du channeling vous-même, mais vous savez pas à quoi vous connectez, c'est ça le problème. Parce que vous ouvrez en quelque sorte une porte où c'est un peu comme si vous balayiez sur Internet sans savoir à qui vous avez affaire. Vous établissez une connexion, mais vous savez pas qui est derrière. Il peut vous raconter n'importe quoi, comme sur Mythique ou ailleurs. Donc, Oui, mais en même temps, le voyage astral, c'est un peu ça non, aussi. pas du tout. Pas Non? du tout. Là, vous y allez vous-même. Voilà, vous y êtes. Vous allez voir par vous-même, vous allez toucher, voir, ressentir direct. Voilà. Parce que quand j'entends par channeling, en fait, je sais pas ce que c'est un voyage astral, en fait, pour moi. En fait, moi, quand je parle de channeling, c'était comme si c'était votre esprit qui voyageait et non votre corps. Alors Vous bon, voyez ce bah, que je veux dire? le channeling au sens, Alors, ça aussi abordé dans le livre et tu as été très surpris d'ailleurs. ouais, au sens où le chat m'attaque littéralement à coups de poing. Il est très copain avec moi, ce chat, ou cette chatte, pardon. Et donc, d'une manière générale, ce qu'on appelle du channeling, c'est cette espèce de porosité énergétique qui fait que les gens euh, ont une disposition naturelle à recevoir des informations, des impressions des mondes qui nous entourent, inférieurs ou supérieurs. Ils sont poreux d'un point de vue énergétique par structure naturelle, pas à cause de certains traits psychologiques qui peuvent être pathologiques, ou parce qu'ils prennent des drogues ou de l'alcool. Voilà. Donc, de manière Ouais, bon, c'est pas trop mon cas, hein, Marc. Hein. non, mais je vous crois. Alors, bon, Non, voilà. pas du tout. Hein. Je me sens très équilibrée. Je suis contente Mais c'est parfait. de Mais la vie sur je Terre. vous parle de la plupart des gens qui font profession d'être, voilà. Ouais, mais pas en tant que Ça se passe comme profession, ça. en fait. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas vous-même établir une connexion sans avoir cette porosité. Alors bon, c'est une bonne question que vous abordez. Vous pouvez tout à fait établir effectivement des connexions énergétiques sans avoir cette porosité en le voulant par l'intention. Donc là, la difficulté, c'est quand même de trouver une adresse et de dire, bon ben voilà, un peu comme une connexion Internet, sur quelle adresse je veux me connecter.
Et sans connaître exactement la personne ou le monde dans lequel vous voulez vous connecter, c'est pas de la tarte que d'y arriver, vraiment. Vous pouvez pas dire, bon ben, je vais me connecter au hasard sur la personne qui me rendra le plus service sous tel ou tel aspect. C'est pas comme ça que ça Non, je pense fonctionne. pas, mais vous avez donné une clé qui est intéressante. En fait, c'est l'intention, en fait. Oui, voilà, l'intention Et donc, est... il faut accepter, en fait, enfin, pour moi, ce que ça a été le cas, en fait, c'était d'accepter de mourir, enfin, entre guillemets, mourir symboliquement, en fait. Hmm, C'est ce que je veux dire, avoir une transformation et oui, laisser plusieurs étapes, en fait. oui, oui, je comprends ce que vous dites, oui, effectivement. Voilà, c'est un peu mystique, mais je suis pas du tout mystique, hein, vous inquiétez pas. Mais il est très rationnel d'être mystique, mais d'accepter de mourir, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Et, Voilà. ouais, oui, donc oui, vous pouvez absolument vous connecter volontairement sans avoir cette porosité. Avec la difficulté malgré tout, c'est de tomber un petit peu au hasard et au début sur des gens qui sont pas, enfin, des entités qui sont pas forcément ce que vous auriez souhaité ou demandé. Et Oui, je comprends bien, mais moi, je me dis souvent que plus j'ai peur, plus je vais attirer les choses oui, négatives, en fait. voilà, C'est vrai qu'à un moment donné, plus vous avez peur, plus vous avez peur, plus vous avez mais tendance à je vais attirer pas les gens qui vont vouloir mentir. jouer C'est avec vrai qu'à un vous. moment, on a forcément peur, mais pas peur de cette façon-là, en fait. C'est pour ça Il y que a la peur d'attirer des choses négatives et la peur de découvrir des choses nouvelles. C'est différent, en fait. oui, mais ces peurs conjuguées, qui sont assez, bon, enfin, assez proches quand même l'une de l'autre, vont attirer en général, pas toujours, ça peut être des entités qui vous veulent du bien, qui vont vous protéger de ça parce que c'est vos amis, mais il y a aussi tous les farceurs des mondes, enfin ce que j'appelle les plaisantins et les farceurs, qui vont vouloir jouer avec vous parce que vous êtes vulnérable et rigolote, et de leur point de vue, encore une fois, c'est pas bien ou mal, c'est comme je joue Ouais. avec ce chat Mais qui... je me dis que c'est pas grave. Non, c'est pas grave, voilà. De Chacun leur point de vue, s'amuse. c'est pas grave, voilà. Et Oui. vous Et finirez je me dis en même temps, peut-être que moi, je m'amuse aussi voilà, vis-à-vis vous d'eux. finirez par comprendre de toute façon, mais ne vous laissez pas facilement embobiner par des choses que vous ne pouvez pas vérifier vous-même en direct. Et en direct, vous pouvez vérifier les choses quand vous êtes dans votre corps physique, mais vous pouvez aussi vérifier les choses en direct quand vous êtes dans votre corps astral. C'est pas, voilà, vous voyez les gens que vous avez en face de vous, vous les touchez et vous leur posez la question 25 000 fois si vous voulez, et vous n'êtes pas obligé de croire tout ce qu'ils vous racontent, même si ça a l'air d'être des créatures de lumière. Donc, vous avez votre discernement, mais allez voir les choses directement. Ne déléguez à personne le fait d'avoir un avis sur tel ou tel sujet. Moi, c'est le conseil que je donne dans le Oui, c'est bouquin. ça. Voilà, allez-y Mais voir j'ai passé vous-même. cette étape, en fait. C'est vrai qu'à un moment donné, je consultais un peu les thérapeutes, un peu à droite, à gauche, Hmm, mais je me dis que les réponses, en fait, on les a déjà, et bon, bien sûr. elles sont en nous, en fait. Elles ne demandent qu'à être révélées. Alors bon, les thérapeutes peuvent vous donner un coup de main s'ils sont sincères et s'ils n'ont pas envie de Oui, vous pomper en tout même temps, je votre suis tombée argent. sur les bonnes personnes. Ah bah c'est bien, Mais c'est après, j'ai possible. découvert que j'ai... Oui, mais Mais en même temps, j'ai eu cette chance-là quand même. Je suis tombée sur des bonnes personnes, en fait. ben voilà, donc Je suis contente. c'est une bonne intention et voilà, l'intention vous a dirigé vers les bonnes personnes. D'accord. Et j'avais une autre question aussi, c'est Vous êtes que... content d'être à un moment... heureuse alors? Oui, je suis contente d'être heureuse. Et j'aimerais bien que tout le monde puisse connaître ça. Ça peut pas être arrogant, mais c'est pas grave. Hmm. C'est ce que je ressens. Bon, bref. Ah, vous êtes sympa, Donc, ouais. et donc, à un moment donné, vous avez parlé des plans supérieurs. Et donc, de la façon dont vous avez raconté, j'avais l'impression que c'était un peu lisse, où les mondes, enfin, les niveaux supérieurs, c'était des niveaux plutôt homogènes, contrairement à notre niveau de plan, où c'est très varié, en fait, Alors chez oui, les humains. oui, Ça non, mais va du c'est vrai que dictateur jusqu'aux personnes absolument les plus vrai. pieuses. Sur quand on est dans le monde physique, on voit une grande diversité en termes on va dire d'entités intelligentes, et on a une grande variété. C'est vrai que plus on monte dans les mondes supérieurs, comme la règle, quand on s'éloigne du monde physique, c'est l'endroit où je me trouve. Je commençais par énoncer un théorème, l'endroit où je me trouve dépend directement de mon état de conscience, et c'est une seule et même chose. Plus on monte dans des mondes qui sont fluides et dans lesquels, on va dire, l'inertie matérielle est faible, plus on a tendance à regrouper effectivement, naturellement, les âmes qui sont au même niveau d'évolution ou de pensée, ce que vous voulez. Donc l'homogénéité, c'est vrai, plus on monte en haut, plus c'est vrai. Et plus on descend, moins c'est vrai. Vous avez raison, vous touchez du doigt des choses qui sont très précises. Vous êtes bien avancé, vous, Camille. Mais par contre, j'avais une question aussi pour vous. C'est que souvent dans les ouvrages spirituels, bon, moi je suis pas une grande lectrice, mais c'est vrai que j'ai tendance à feuilleter les ouvrages au fil du hasard. Oui. Et donc, il y a souvent une expression ou un adage qui dit tout ce qui est en bas, tout ce qui est en haut est comme en bas ou quelque chose comme Oui, ça. oui. Alors ça, c'est un truc qui vient des hermétistes. Alors, D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous comprenez de votre expérience de cette phrase en fait? bon, moi, les phrases comme ça, bon, c'est gentil, c'est sympa pour briller en société, mais c'est pas faux non plus, hein. C'est-à-dire, vous pouvez effectivement transposer
relativement ce que vous constatez à un certain niveau, à un niveau supérieur, pour vous aider. C'est peut-être un outil préalable de compréhension à un univers qui vous est pas encore accessible. Vous utilisez cette technique-là en disant ce qui est en haut et ce qui est en bas, donc ce qui est en bas et ce qui est en haut. Donc voilà, par récurrent, je me dis, bon, j'imagine que ça peut se passer de telle ou telle façon. Mais c'est quand même mieux d'aller y fourrer son nez soi-même, même si c'est un nez spirituel ou de lumière. Donc oui, les outils des hermétismes, mais encore une fois, ces grandes traditions ésotériques sont à la fois révélatrices, mais également occultes. Par nature, à la fois elles révèlent et elles cachent. Donc, dans tous ces énoncés, comme dans tous les nombres magiques qu'on entend à droite et à gauche, bon, je suis tombé sur des gens qui vont me parler du chiffre 12, du chiffre 7. Moi, je prétends pas tout connaître, mais j'ai jamais rencontré de fichtre et enfin, de solidité que ce soit. Quand on me parle de 7 mondes, moi, j'ai jamais 7 mondes, je vois pas à quoi ça peut correspondre. Je dis pas que je sais tout, mais et les 12 trucs, et les 12 sages, et tout ça, oh mon Dieu, alors là, voilà. Ça fait partie de la même panoplie, les chiffres magiques. Moi, j'accroche pas du tout à ces idées-là, voilà, pas du tout. Mais ce qui est en haut, est-ce que... bah, oui, c'est vrai, ça fonctionne, mais Et de quelle façon ça fonctionne pour vous en bah, fait? ça vous aide... Moi, à rien, personnellement. Bon, Alors Camille, il te reste 1 minute avant que tu sois coupé par la technique. mais... Bon, ben, je raccroche et je vous laisse répondre. ouais, ok, non, non, mais il n'y a pas de Merci. problème. Il y a pas, il va pas... Merci à toi Camilla. euh, Au revoir. Moi, ça ne m'aide pas, mais effectivement, c'est un outil qui peut t'aider, qui peut vous aider de manière transitoire, sachant que de toute façon, l'expérience directe au plan qui est concerné est bien préférable au fait de pouvoir transposer ce qu'on observe à un certain niveau sur un autre niveau. Voilà. Bon, c'est mon point de vue. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, je respecte ça. Et nous accueillons Jean-Claude. Jean-Claude, bonsoir, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis désolé, je suis un peu confus, un peu perdu. Je voulais vous poser une question, De monsieur, Bobby. s'il vous plaît. C'est par rapport aux bases astrales. Oui. Qu'est-ce qui fait que l'on peut aller dans le bas astral alors que lorsqu'on a par exemple une NDE, on va justement vers cette lumière qui est amour. Mm. Alors je sais que vous avez donné énormément d'informations et j'avoue que c'est moi qui suis complètement perdu, j'en suis désolé. Non, mais il n'y a pas de problème, je vais vous répondre. Si vous fouillez bien un peu les témoignages sur les NDE, vous allez trouver ce qu'on appelle les NDE négatives. Dont Euh, on ne parle jamais justement. dont on parle pas souvent. Et alors, il faut relativiser, je vais vous donner mon point de vue. Ça traumatise énormément les gens qui les vivent, parce qu'ils pensent, comme les gens qui vivent des NDE de type positif, que c'est la règle universelle. Donc, ils n'en parlent pas, ils sont effrayés par l'idée de mourir en disant, ça y est, l'enfer, j'ai connu, j'ai compris. C'est toujours le même truc, c'est l'endroit où je vais directement déterminer par mon état de conscience, pour une raison ou pour une autre. Les gens qui vivent des NDE négatives ont créé cet état eux-mêmes. D'accord, ils vont dans un endroit qui est transitoirement pas très agréable. Moi, je vous conseille de lire un ouvrage qui vient que m'a donné un de mes amis, là, que m'a conseillé un de mes amis, qui s'appelle La preuve du paradis, qui a été écrit, je crois, par un Canadien. La preuve du paradis. La preuve du paradis, oui. Je crois que c'est un toubib, un neurologue, quelque chose comme ça, mais bon, un professeur de neurologie, un mec bon, assez pointu d'un point de vue médecin, qui vit sa NDE et qui Mhm. passe par différentes phases, aussi bien positives que négatives, et qui finit par comprendre le tableau complet. Moi, je vous conseille de lire ça et de le raccrocher à ce que je tente d'expliquer, comme quoi ces histoires de NDE, effectivement, recouvrent une seule et même réalité et qu'on va à l'endroit où notre état mental est prédisposé à aller. Alors, mais c'est souvent de manière transitoire. On commence Mhm. dans ces NDE négatives, et c'est à mon avis une des raisons pour lesquelles un tas de gens reviennent d'expérience au seuil de la mort sans en rapporter le souvenir. C'est tellement pénible ou tellement difficile à se souvenir, ça peut être le contraire, que le cerveau physique préfère complètement censurer le souvenir. Bon, je pense que c'est ce qui explique, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est ce qui explique qu'on n'y ait pas 100% de personnes qui font un arrêt carrière qui rapportent une NDE. Parce qu'on peut se poser la question dans l'autre sens aussi. Pourquoi est-ce que tout le monde ne rapporte pas une NDE à l'approche de la mort, en tout cas d'un arrêt cardiaque ou quelque chose de ce genre-là.
Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une censure par l'esprit ou par le cerveau physique. Donc, si je suis dans un état de conscience qui m'y prédispose, je vais rentrer dans un monde, je vais synchroniser dans un monde où je vais matérialiser autour de moi, les deux peuvent se conjuguer, exactement ce qui est raconté dans le livre de mort tibétain. Je vais projeter autour de moi, parce que c'est vraiment ce qui se passe, certaines de mes peurs, etc. Et je vais être confronté à ces propres peurs, mais qui viennent de moi. Donc là, les gens Je sont... vous ai expliqué tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, c'est tout à fait. J'ai lu le livre des morts tibétains il y a une vingtaine d'années environ. Et c'est exactement ce que raconte le livre. En permanence, on lui dit, quoi que tu vois, mon cher fils, rappelle-toi que ce sont des projections de ton propre esprit. Et ça, j'essaie de l'expliquer dans le livre, c'est absolument réel. Ça ne veut pas dire que c'est le bout du bout de toute l'expérience et que ça peut se passer autrement, bien sûr, mais ça se passe très souvent comme ça. L'être qui vient de mourir ne se souvient plus qu'il est dans un monde dans lequel tout ce qu'il va avoir dans le mental va s'actualiser effectivement autour de lui, même va pouvoir toucher ses créations en disant, c'est pas moi qui les ai créées, elles sont réelles. Mais s'il imagine une maison, elle va être là, voilà, avec tous les détails. Le pouvoir de l'esprit a un pouvoir de création sidérant. Donc j'aborde cette question-là, je dis s'il y a quelque chose que vous devez retenir pour vous avancer un peu plus quand ça vous arrivera, c'est retenez ce truc-là parce que c'est réel. Donc si on synchronise dans un monde inférieur, dû à la nature de nos pensées, de notre mental, ou si on actualise autour de ça des choses qui sont un peu désagréables, parce qu'on passe aussi par là dans les voyages astraux de temps en temps, c'est toujours de manière transitoire. Alors si la personne vit un court moment, on va dire quelques minutes, et qu'elle ne passe qu'à travers cette phase-là, elle va ramener le sentiment plutôt violent que ça se passe très très mal de toute façon à sa mort physique et qu'il ne faut surtout pas mourir parce que c'est épouvantable. Voilà mes explications. Oui, parce que j'avais entendu une précédente émission, je crois que c'est au mois de janvier, février, une chose comme ça, avec vous justement, et vous disiez que quand il y a des moments, quand on revient dans son corps après être passé par le bas astral, on est très content finalement de revenir dans ce corps. J'ai parlé d'une expérience que... Je suis désolé, mais ça m'a paniqué. Oui. Non, mais pour une autre raison, non, pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Il suffit si vous lisez le bouquin, ce qui n'est pas une obligation, vous comprendrez pourquoi je parle de ça. C'est que dans le bas astral, ce que les gens appellent le bas astral, c'est-à-dire dans des mondes inférieurs vibratoirement au monde physique, moi il s'est trouvé que, mais d'autres rapportent ce même genre de choses, que j'ai eu un mal fou à me déplacer. Alors que normalement le corps de lumière a une prodigieuse célérité, c'est très facile, etc. Là j'étais vraiment dans une situation contraire, j'avais l'impression d'être pris dans de la glu épaisse et que je devais faire un effort surhumain même pour bouger mon bras. Oui, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Voilà. Quand je suis revenu dans le corps physique, contrairement aux habitudes lors des voyageurs du corps, j'ai été merveilleusement surpris par la rapidité avec laquelle mon corps physique bougeait. J'étais très content d'utiliser. Alors que d'habitude c'est l'inverse, quand on va du côté plutôt en haut, on revient dans le corps physique, il vous paraît bien pâteau, et bien voilà. Donc c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Mais c'est quand même paniquant, donc a priori d'aller dans le bas astral. Non, j'ai pas paniqué du tout. Ça m'a non. Simplement, ça m'a un peu traumatisé de devoir faire autant d'efforts pour bouger aussi peu. Ça m'a épuisé d'une certaine manière. J'ai gardé ça dans mon esprit assez longtemps. J'irai des années en disant, monde d'un chien, quel effort j'ai fait, c'est gigantesque pour bouger de presque rien. Oui, personne ne m'avait prévenu en même temps, parce que tout ce qui s'est passé, moi je l'ai fait sans guide, sans guide, en tout cas physique, et j'ai expérimenté un peu à la volée comme ça, artistiquement. Mais non, faut pas s'affoler, non, c'est pas traumatisant au point de... On n'y rencontre pas des entités vraiment négatives dans ce bas astral. Alors, parce que moi qui confonds tout, j'ai tellement entendu d'informations que je suis complètement perdu. On y rencontre des entités qui sont mentalement phasées avec ces univers-là, donc par définition, vous n'allez pas les trouver hyper sympathiques. Du point de vue de ce que vous pensez. Et quand elles fait ces entités pour se retrouver là, monsieur c'est leur problème, mais elles se sont débrouillées pour avoir un état mental dans lequel elles se trouvent de manière transitoire dans cet univers-là. Elles ont, par leur état de conscience, choisi, entre guillemets, de se trouver là. Mais c'est jamais pour l'éternité. Je pense que les mythes des enfers viennent de là. Mais c'est jamais, ce que je veux insister sur ce point-là, ce n'est jamais pour l'éternité. La vocation de tout ce petit monde-là, c'est de toute façon de gravir les échelons. Ça prendra plus ou moins de temps. Oui, sachant que le temps c'est quelque chose d'assez relatif. Voilà, mais c'est jamais pour l'éternité. Oui, paraît-il n'existe pas de l'autre côté. Voilà. Mais malgré qu'il n'existe pas, le temps paraît long quand on se trouve dans ces mondes-là. Très bien.
Ben, écoutez, je vous remercie et je remercie Laurent aussi. Je vous ai écouté depuis le début et je vous dis, j'ai écouté la précédente émission avec vous aussi, l'ordre, je crois, c'est la sortie de votre livre que j'ai déjà noté d'ailleurs, mais cette fois je vais acheter parce que Oh, bah, vous êtes j'y verrai peut-être plus clair. vous êtes un auditeur assidu, vous passez la Oui, nuit. oui, j'écoute énormément la radio, même si j'appelle jamais, j'écoute très 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 souvent. Bon, bah là, Je suis un assidu de la radio. vous avez appelé, là. Oui, je voulais que vous me rassuriez par rapport à la Bon, panique. ça y est, je vous ai rassuré. Vous pouvez paniquer autant que vous voulez. De toute façon, il n'y a rien de grave pour l'éternité. Bon, je vous remercie. Vous êtes très aimable. Je vous souhaite une excellente Oui, fin, tout est relatif. fin de nuit, à vous-même et à Laurent. Et Merci Jean-Claude. Merci à Bonne- Laurent et merci à vous. Bonne aussi. fin de Merci nuit. infiniment. Bonne fin de nuit. Au revoir, Jean. Bonne fin de nuit. Au revoir. Au revoir. Alors, je coupe le standard pour le moment parce que il reste 1h15 et ça passe vite. Et j'aimerais que tu puisses, Marc, nous donner ton procédé, enfin toi, comment tu expérimentes pour pouvoir faire ces sorties de corps. D'accord. Donc, voilà. Allez, allons-y. Bon, effectivement, c'est une des questions principales qui est présentée dans mon site par les lecteurs. Et j'ai tendance, moi, à répondre un peu hâtivement que c'est... bon, j'ai pas envie d'expliquer que c'est compliqué, que bon, ils s'adressent à l'IAC, comme je disais tout à l'heure, parce que ce sont des bons, que moi, je me sens pas qualifié, ni l'envie particulière d'expliquer. Alors, néanmoins, je vais faire l'effort, on en a parlé tout à l'heure. Didier disait tout à l'heure, bon, bah, ça passe par quoi? Tu te relaxes et tout ça? Ben non, moi, ma technique, si on peut appeler ça technique, c'est pas ça du tout. Je suis désolé. Mais bon, je ne sais pas ce que ça vaut que d'expliquer ça, parce que c'est très personnel, c'est très empirique. Et c'est certainement dû au fait que j'ai bon, toujours plus ou moins vécu ce genre d'événements. Donc, je considère que les gens qui passent par les méthodes de relaxation et tout ça prennent un chemin différent du mien et passent par le corps. Donc moi, ma méthode, en la résumant, elle passe par l'intention. Mais alors l'intention, que je pourrais définir de manière assez délicate, c'est pas facile à définir. C'est de l'ordre de quelque chose qui a rapport avec le souhait et la volonté, mais sans connotation d'effort. Et ça doit être malgré tout une intention très pure et très forte, comme de l'acier. L'intention correctement produite va générer une certaine forme d'activité énergétique automatiquement. Donc je passe pas par le bas entre guillemets, je passe par le haut. Il y a une retombée rapide et même quelquefois très rapide sur l'activité énergétique qui elle-même, par effet domino, va avoir un effet sur le corps. Vous voyez par exemple, alors, je donne un exemple concret, on peut effectivement passer par le corps en disant commence par me relaxer, je suis lourd, je m'enfonce dans le tapis, etc. Une intention bien construite va avoir un effet sur l'énergie et l'énergie très rapidement va provoquer cette espèce de relaxation, voire de catalepsie du corps physique, sans l'avoir vraiment désiré, en passant par l'intention. Bon, je ne sais pas si je suis clair, je pense que je ne suis pas. Mais bon, voilà, arrête de juger, vas-y. non, mais j'aime bien me juger, pourquoi pas, là, je vais continuer. Donc ça c'est ma technique, je ne dis pas que ça va fonctionner pour tout le monde, mais pour l'avoir échangé avec certains de mes lecteurs, je me suis rendu compte que pour ceux qui avaient déjà vécu des expériences hors du corps, quand on discutait de ça ensemble, et bien que certains arrivaient à produire le résultat quasiment sans aucune technique, uniquement en se forgeant une intention telle qu'on l'avait évoquée entre nous. L'intention, c'est la base même de ce genre de choses. Et quelque chose me suggère que c'est également une des forces les plus puissantes de l'univers, voire la plus puissante de l'univers. Voilà, donc l'intention, c'est ma méthode. Donc ton intention, c'est sortir du corps. Et l'intention, voilà, mais il ne faut pas que ça soit non plus un but, ni quelque chose que je désire ardemment et que je souhaite obtenir dans un délai quelconque. Là, on rentre dans le détail de l'intention. C'est assez particulier de désirer quelque chose sans désirer vraiment que ça se produise un jour, mais bon, c'est quelque chose de cet ordre-là. Quand on apprend petit à petit ce que peut être cette intention et à la forger avec l'expérience, eh bien, on finit par produire le résultat quasiment de manière automatique et très sûre. Et je ne suis pas le seul à le vivre, puisque je me rends compte que d'autres, en discutant avec eux, arrivent au même résultat. J'ai des gens qui m'ont dit, je suis arrivé à ce résultat uniquement avec l'intention, sans plus utiliser de technique. Et ce sont des très bons résultats. Comment fais-tu pour te décharger de l'énergie éthérique?
Eh ben, je dirais un peu comme je vais me débarrasser des poils de cette chatte, de ce chat qui est ici. Après, en partant d'ici, je vais me secouer un peu. Je vais essayer de me débarrasser parce que quand on est pris dans cette énergie, cette glu, parce qu'elle apparaît comme une espèce de glu un peu magnétique, enfin magnétique et chaude et tiède. On essaie de s'en débarrasser en passant ses mains, on s'en débarrasser comme d'une cape, ou alors on peut faire des mouvements de balancier très rapides comme si on était sur un rocking chair et qu'on veut s'éjecter du rocking chair. Quelquefois ça fonctionne bien, on se débarrasse de la totalité de la surcharge énergétique comme ça, et puis on voit le paquet d'énergie prendre une forme un peu informe d'ailleurs, et repartir au corps physique, si on est proche du corps physique, où on peut exercer une action mentale et par l'induction mentale se décharger de cette énergie et on la voit qui part par paquet. Hein, faut pas s'imaginer que ça se diffuse comme un gaz dans les faits. On la voit qui part par paquet, exactement qu'on se débarrasse d'un tas de glaise autour de soi. Donc voilà. Il faut savoir que la plupart des problèmes rencontrés par les gens qui sortent hors de leur corps, qui sont de l'ordre de la lourdeur, de la relative immatérialité, c'est-à-dire ils sentent quand ils passent à travers un mur, et ça les embête pas de passer à travers le mur, mais ils sentent quelque chose, ou alors ils peuvent littéralement, en voulant traverser quelqu'un, c'est-à-dire un être physique, se heurter à cet être-là et ne comprennent pas, mais en fait ils se heurtent à cause de leur charge énergétique, à la propre charge énergétique de la personne, donc ça provoque souvent une réincorporation avec différents types de problèmes liés à ça, mais bon, ça les empêche d'aller loin du corps physique, ça nous empêche de synchroniser avec des mondes supérieurs, ça bloque notre vision souvent et quelquefois ça va jusqu'à la cécité. On sait qu'on est en dehors, on sait qu'on est localisé ailleurs, mais on voit rien du tout. Alors c'est assez embêtant, mais c'est vraiment dû à cette surabondance d'énergie, de glu éthérique autour de nous. Il faut trouver le moyen de s'en débarrasser. Alors chacun sa technique, moi, je fais comme j'ai expliqué. Voilà. Mais ça détermine directement le type d'expérience qu'on va avoir. Voilà. Un autre élément à travers ces sorties de corps dont tu parles à plusieurs reprises dans le livre, c'est l'instinct ou l'énergie sexuelle ou l'instinct de vie. Hmm. Tu nous dis que alors on sera amené à la rencontrer et que contre elle, il n'y a pas besoin de lutter parce que de toute façon on sera On perdant. sera perdant. Alors qu'est-ce que tu veux dire par énergie sexuelle ou Alors, ouais. alors j'ai abordé, parce que je suis un petit peu audacieux, hein, j'ai abordé cette question-là dans un ouvrage qui est censé être un ouvrage de spiritualité, d'ovni. Mais bon, je me suis dit, après tout, ça fait partie du sujet, on rencontre ce type de problème, autant en parler de manière transparente. Donc, c'est pour ça que j'ai un chapitre intitulé Amour terrestre et céleste. Et bon, là, j'explique un certain nombre de choses, qu'on peut utiliser la charge énergétique pour vivre des expériences de type sexuel au sens physique. Plus on est chargé énergétiquement, plus on a des chances d'avoir des expériences qui se rapprochent de ce qu'on peut éprouver sur le plan physique, avec une palette de sensations plus large. Mais en même temps, on a le danger avec ça d'être beaucoup plus rapidement réintégré dans la viande. Donc, premier point. Deuxième point, quand on sort hors de son corps, quand on se désynchronise du monde physique, on est dans un état où tout ce qu'on a réprimé en soi a tendance à se manifester d'un coup. Et la principale répression qui s'opère quand on est dans un univers comme le nôtre, c'est la répression sexuelle. C'est probablement la force la plus grande qui existe en nous, et on passe notre temps à lutter contre, et en particulier les religions nous enseignent que la première répression qui doit avoir lieu, c'est la répression sexuelle. Et en particulier ces religions, ce que j'appelle primitives, alors c'est pas un terme péjoratif, mais c'est bien ce que ça désigne néanmoins. Par effet rebond, elle s'attaque directement aux femmes, qui ont l'air d'être la cause de tout, comme si les histoires de pulsion sexuelle ne concernaient que les femmes, qu'elles étaient responsables de tout. Donc on commence par réprimer les femmes, c'est la chose la plus urgente à faire, déjà, pour que les gens aillent au paradis. Bon. On a ça à peu près dans toutes les religions monothéistes et même dans d'autres. Bon. La répression de la pulsion sexuelle, c'est la chose la plus débile qu'on puisse faire. Parce que là, on essaie littéralement de se tirer une balle dans la jambe parce que la principale forme d'énergie qui nous permet d'exister sur le plan physique et d'expérimenter complètement ce plan physique, c'est ça. Au sens large, c'est l'énergie vitale qui se manifeste sous la forme de pulsion sexuelle.
D'une manière assez curieuse, me demande pas d'expliquer pourquoi, c'est comme ça que ça se passe. Quand on sort hors de son corps alors qu'on est normalement beaucoup moins concerné par des histoires de reproduction physique, on se trouve confronté à cette pulsion sexuelle qui est, à mon avis, énormément d'ordre mental à ce moment-là. Et elle a une puissance absolument dévastatrice. À un moment ou à un autre, ça arrive. Voilà, tout ce qu'on a réprimé, ça se montre. J'ai dit que on laissait dans le corps physique une part de l'ego, mais en même temps, on devient un peu plus que ce qu'on est en réalité. Et comme on a réprimé beaucoup cette chose-là, on est confronté à ça à un Alors, moment. sous quelle forme? Enfin, ça se manifeste comment? Un prodigieux désir, par exemple. De l'autre côté? Oui. Et envers quoi ou qui? Ah bah, tu peux avoir une pulsion sexuelle sans obligatoirement avoir un objet spécifique pour ça, tu vois ce que je veux dire? Bon, donc, oui, ça peut. Et puis alors, à ce moment-là, tu vas te dire, bon, bah, il faut à tout prix que je l'assouvisse d'une manière ou d'une autre. Tu vois. Et c'est dévastateur. Alors, vouloir lutter contre ça, d'abord, c'est beaucoup plus difficile de lutter dans cet état-là. La seule solution, à mon sens, bon, parce qu'on s'habitue à ça et puis on finit par s'en accommoder et à passer ce cap-là, malgré tout. Euh, c'est de négocier en quelque sorte avec la chose en disant écoute, ok, on va assouvir ce truc-là, mais t'attends un tout petit peu s'il te plaît. Hein, si tu lui dis non, 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 alors là, bon, on n'y arrive pas. De toute façon, c'est réintégration. On aboutit à quoi? C'est réintégration rapide. Voilà. C'est la lutte, le machin, le truc, c'est en plus la charge éthérique, bon, qui a tendance à rester, à stabiliser. Voilà, on a tendance à pas trop s'éloigner du corps, on a tendance à lutter. On est vraiment dans le scénario dans lequel on va être réinjecté dans la viande illico presto. Voilà. Donc ça se passe en général comme ça. La pulsion sexuelle peut être assouvie de différentes façons, entre guillemets. Que ce soit dans le corps physique ou dans le corps astral, en fonction du niveau de matière éthérique qu'on a emporté avec soi. Et là, je décris dans le livre très sommairement, parce que c'est pas l'objet d'un bouquin, sinon ça s'appellera autrement, le type de choses qu'on peut vivre en fonction de cette charge énergétique. Voilà. Donc les expériences sont, à mon sens, beaucoup plus variées, beaucoup plus intenses, tout en s'éloignant profondément de l'expérience sexuelle physique, au fur et à mesure où on se débarrasse de la charge énergétique. In fine, avant de vivre des expériences d'amour inconditionnel dans des mondes supérieurs où la pulsion sexuelle a disparu, elle n'est plus là. Elle est remplacée par quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus fort aussi. À défaut, on peut vivre cette expérience de fusion dont je parle, qu'on va vivre tous à un moment ou à un autre, dans lequel les corps astraux des deux personnes qui sont attirées l'un vers l'autre vont s'interpénétrer, géographiquement parlant, un moment comme dans l'histoire du canon qui se refroidit, à un certain moment, et pour vivre une forme d'extase qui est très supérieure à ce qu'on peut vivre sur le plan physique. Et voilà, bon, j'explique un peu ça dans un certain chapitre qui s'appelle Amour céleste et terrestre, parce que c'est réel. Vous allez vivre ça lors de certaines de vos expériences de sortir du corps. Et c'est assez sympathique d'être préparé. Alors, l'occasion de parler des rêves. Oui. Qu'est-ce qui se passe durant notre sommeil? Et puis en même temps, un monde que tu as connecté une fois où tu voyais des couples justement qui discutaient, qui marchaient ensemble les uns avec les autres. Tu as été repéré par je sais plus si c'était un jeune garçon ou une jeune femme. Je Oui, sais plus. voilà, un jeune enfant. Bon, Mm. je pense que c'était un garçon, mais euh, oui, alors j'ai assisté, bon, sans le vouloir, c'est pas, je tombais par hasard sur une espèce de classe nocturne dans lequel, parce que bon, on croit que je pensais même jusqu'à ce moment-là que bon, on s'incarne, très bien, on arrive, on apprend nos leçons, après on se barre de l'autre côté, la leçon est finie. En fait, non, c'est plus compliqué que ça. On a une part de l'enseignement qui est dispensé sur Terre, mais durant la nuit, à certains moments, on va vivre des espèces de cours en état de décorporation qui vont nous aider à compléter nos études. C'est un peu un stage à l'extérieur, si tu veux. Et moi, j'ai assisté à ça, donc j'ai eu connaissance du truc voilà, en visitant une espèce d'école, bon, à la campagne en quelque sorte. C'était dans une espèce de canyon. Et je me suis adressé à une entité qui était là. Bon, je raconte ça dans le bouquin. Il me dit, je lui dis, mais qu'est-ce que font ces gens-là? Et il m'a expliqué ce qu'ils étaient en train de faire. Et donc j'ai appris l'existence de ce type d'enseignement de cette manière-là.
Voilà. Alors, l'autre partie de ta question, c'était quoi? Donc de l'amour, entre l'amour divin et l'amour, puisqu'on s'agit des relations hommes-femmes. euh, Là, c'était des relations de couple d'une manière générale, donc les gens abordaient ces sujets, pas seulement en termes d'hommes-femmes, mais frères, sœurs, et n'importe quel type de duo, parce que le thème c'était les duos, c'est la vie à deux d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai assisté à cette classe-là, j'ai pas osé me mêler à leur petite discussion, mais c'est l'entité qui était là, qui était incarnée sous la forme qui était un jeune enfant à cette époque-là, qui était très, très amusé de me voir patauger en disant je comprends pas ce qui se passe, donc il m'a adressé un message non verbal en disant bah, viens là, je t'expliquais. Bon, voilà, une belle rencontre bien sympa que je raconte dans le bouquin aussi. Une des nombreuses choses qu'on apprend et qu'on s'attend pas du tout à apprendre, parce que dans les voyages de ce type-là, ce qui nous arrive, c'est à chaque fois, presque à chaque fois, totalement inattendu. Ça surgit, voilà, on est sur le neuf en permanence, quelque chose de neuf. Voilà. Donc, et pour parler des rêves, ah, les rêves, ouais, c'est ça que tu abordes. enfin en tout cas c'était une porte d'entrée que de la relation homme-femme. Tu nous fais mention aussi de notre essence, du soi, qui a sa manière aussi de se servir des rêves pour nous mettre dans une sorte de bulle Alors, répétitif d'un schéma, d'un jeu, jusqu'à ce qu'on trouve la solution. alors, oui, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, hein. Les rêves, c'est très riche, hein, finalement. Tu mélanges même à la limite plusieurs choses qui sont pas exactement. Autant Enfin, pour moi. si on veut les cataloguer, non, mais bon, pour le reste, c'est très bon. Mais pour ça, c'est en tout cas dans mon bouquin, j'ai séparé le côté répétitif de certaines expériences vécues dans le monde astral de ce que j'appelle la bulle de rêve. Alors, bon, je vais expliquer la différence. Encore une fois, je parle de ce que j'ai observé directement moi-même. Alors, j'en parle de manière précise. Je prends un exemple précis dans lequel, une certaine nuit, je me retrouve sur le plan physique et puis je rentre dans une maison, ce que je ne devrais pas faire, mais je me dénonce, je dis je le fais quand même. Bon, même si j'ai dû lutter un peu contre les lois naturelles, je me suis accroché, j'ai réussi à passer. Et bon, pour ceux qui liront le bouquin, il m'arrive deux, trois trucs, jusqu'au moment où une entité de type supérieur me prend par le callback et m'amène près du jeune enfant que j'avais vu descendre dans l'état astral au rez-de-chaussée quand j'étais dans cette maison où j'aurais pas dû me trouver. Et je vois qu'il est ce que j'appelle dans la bulle de rêve, c'est-à-dire qu'il vit une activité onirique hors de son corps et que cette bulle est tout à fait visible de mon point de vue, hein. On voit les personnages de dessins animés, les bouquins qu'il lit en tant qu'enfant, qui sont là sur des espèces d'écrans autour de lui. Si on veut donner une dimension entre 3 et 4 mètres autour de lui, il y a comme des espèces d'écrans dans lesquels on peut vraiment assister au spectacle nous-mêmes. On dit, il a ça dans l'esprit, il est en train de vivre son rêve, il est dans sa bulle de rêve. Voilà, je regarde. Moi, je savais que ça existait et je me demande bien pourquoi l'entité que je décris dans le bouquin m'a amené ici. Je dis, bon, je suis au courant, et alors? Jusqu'au moment où je vois d'un coup le programme se modifier, le programme de la télévision de la bulle de rêve, et je vois des informations qui commencent complètement différentes à arriver dans cette bulle de rêve. Et je comprends qu'elle vient d'entités supérieures, que je ne vois pas directement, mais dont je vois l'action sur la bulle de rêve. Et ces informations concernent l'avenir de l'enfant, du rôle qu'il aura par rapport à son père, qui sera ou qui est un homme politique, en tout cas quelqu'un d'influent et de puissant, et du rôle qu'il devrait avoir auprès de lui quand sa mère sera morte dans quelques années, parce que le plan c'est qu'elle va mourir dans 15 ou 20 ans, je ne sais plus exactement. Et voilà. Donc j'assiste à ce déversement d'informations auquel l'enfant assiste, et je me rends compte qu'on utilise la bulle de rêve, qu'on est capable de la modifier, d'utiliser donc cette structure, cet écran, cette enveloppe que l'enfant a créée, de changer le programme pour lui communiquer des informations en relation avec ce qu'il a à apprendre sur Terre. Donc ça, c'est un truc, bon, voilà, à laquelle j'assiste. Et Est-ce que, excuse-moi, je me fais une parenthèse, est-ce que l'enfant, où il voit ce futur qui lui est annoncé, on va dire ce programme de téléchargement sur l'écran, il le voit. et est-ce qu'il y a des émotions à la vue de ce genre d'informations? Non, il assiste, je dirais, il assiste au programme exactement comme il assistait au programme précédent, un peu placide, comme s'il était devant la télé. Hypnotisé?
Ça serait un peu ça? Les dormeurs, tu peux considérer que ouais, les dormeurs, les rêveurs, c'est un peu la même chose. Ils sont dans leur truc, exactement. Voilà. De toute façon, il y a pas, chercher midi à 14 heures, c'est exactement le gars qui rêve dans la rue. C'est-à-dire, il est là et pas là en même temps. Il a l'air d'être là, mais mentalement, il est dans son truc. Sauf que ce que j'ai observé, voilà, ce qui est visible, en tout cas au moins dans certains cas, c'est que le gars il crée vraiment autour de lui cette bulle de rêve dans lequel tu vois s'actualiser objectivement ce qu'il a dans l'esprit. Tu le vois. C'est un peu comme s'il passait son cinéma mental sur un écran. Voilà, tu le vois. Et j'ai observé à d'autres occasions ce genre de truc. Bon, une fois que tu sais que ça existe, bon, tu dis voilà, bon, voilà. Sauf que là, j'ai vu une intervention d'entité extérieure qui était là pour accompagner cet enfant durant sa vie, qui le préparait ainsi à ce qu'il allait devoir faire dans sa vie. J'ai vu comment j'utilise certains outils. Et donc, j'en témoigne dans le bouquin. Je pense que c'est assez inédit que d'expliquer comment ça peut fonctionner, comment on peut utiliser. D'abord, comment ce que j'appelle la bulle de rêve existe et comment elle peut être utilisée par des entités les aides, ce que les gens appellent les aides ou les guides, pour nous donner un coup de main, pour favoriser notre apprentissage à un niveau qui n'est pas celui du plan physique. Tu vois, je décris ces réalités-là parce que je les ai eues sous le nez. Et je ne crois pas que beaucoup de gens aient parlé de ça avant. Voilà. Donc, le rêveur, c'est quelqu'un qui a une activité mentale qui n'est pas conscient de son environnement. Il peut être soit enfermé dans son corps physique, je peux rêver tout debout comme je suis là, c'est facile, hein. Bon, je suis plongé dans mes pensées, je vois même plus que tu es là, bon, je rêvasse. Je peux être légèrement décalé de mon corps physique et dans cet état de rêve, ça arrive assez souvent aussi. Les gens sont légèrement décalés, ils sont quasiment en synchronisation encore avec le corps physique, mais ils rêvent, ou ils sont légèrement décalés à 50 cm, ils sont dans leur rêve, ils sont là, ils flottent vaguement. Bon. Et puis un rien les réintègre, et ils rentrent, et ils sortent, bon bref. Ou alors ils peuvent littéralement se balader parce qu'ils sont poussés par l'intention. S'ils rêvent par exemple à la tante Anne, ils vont avoir tendance à aller voir la tante Anne dans leur bulle de rêve, donc à se rendre par le chemin habituel chez elle, et ils vont vivre leur petit rêve chez cette personne parce que leur mental leur a donné, enfin, a produit l'intention d'aller rencontrer cette personne. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas un rêve, ils vivent ce rêve, même s'ils se déplacent mentalement sur l'endroit. Les rêveurs, c'est ça. On peut essayer d'échanger avec eux. Moi, je l'ai fait de manière un peu, au début, sans connaître les règles d'intervention sur la bulle de rêve. Je me dis, bon, je croise quelqu'un, j'essaie de discuter avec lui. Quelquefois, ils arrivent à te répondre. Alors, c'est sympa, tu dis, bon, c'est chouette, je vais pouvoir échanger. Et puis, d'un coup, plouf, la personne soit disparaît totalement, ça veut dire qu'elle s'est synchronisée avec autre chose, ou elle fait un déplacement instantané, clic, voilà, elle n'est plus là. Bon, tu es là, tu suis en plein milieu de ta phrase mentale, bon, d'un seul coup, elle n'est plus là, bon, tu arrêtes. Ou alors, brusquement, la personne se désintéresse complètement au fait que tu sois là, ne semble plus te voir, et part sur un truc, strictement plus rien à voir. Alors, avec le temps, enfin, assez rapidement, on se dit, bon, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine d'essayer de discuter avec ces gens-là, on n'en tire jamais rien. Et puis, je t'ai raconté peut-être tout à l'heure que j'ai essayé de réveiller une dormeuse spécifique, là, il y a très peu de temps. Et j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais hein, pour la réveiller, ce qui se trouvait être mon épouse. Impossible. Et pourtant, vraiment, j'ai sorti la grosse artillerie. Hein. Et ça a duré longtemps. Donc, un dormeur, quand ça dort, ça dort. Voilà. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne réveilles pas. Moi, j'ai pas la clé en tout cas. Je suis pas un expert, mais je suis pas arrivé avec elle. Impossible. Je suis pas arrivé. Donc, le rêveur peut rêver dans son corps physique, en dehors de son corps physique, mais il a tendance, dans le produit de son rêve, à se synchroniser avec les endroits qui ont rapport avec son rêve. Donc, si son rêve change, il a tendance à cliquer, aller là, aller là, aller là, voire à changer de dimension en rapport avec son rêve. Et souvent, on le voit entouré de cette bulle de rêve quand on a le bonheur d'assister à ce magnifique spectacle. Et puis on regarde, voilà. Bon. Alors donc c'est différent de la manière dont notre essence peut s'amuser, enfin s'amuser c'est pas tant qu'elle s'amuse, c'est à nous faire progresser un apprentissage un peu, là aussi en créant autour de nous une bulle qui nous permette de jouer un programme, une expérience, jusqu'à ce qu'on puisse, entre guillemets, trouver la solution. Alors, à mon sens, c'est fondamentalement la capacité naturelle de notre esprit qui est de créer une réalité qui est une sorte de réalité virtuelle, mais qui a une existence objective autour de nous. Alors, à un petit niveau, on crée cette bulle de rêve, d'accord, comme un écran de cinéma, un peu comme ça dans l'air. À un niveau un peu plus élaboré, la création du mental va donner lieu à des choses en 3D assez solides,
que tu vas pouvoir palper. Bon, j'ai eu l'occasion de visiter par exemple des villages un peu enfantins que des enfants en bas âge avaient créés. J'étais assez stupéfait d'être dans un décor du style, je sais pas, des maisons roses et des trucs comme ça. Je me dis, mais qui a pu inventer un truc pareil? C'était objectif, ça avait été créé objectivement par des enfants à qui on avait raconté ce genre de fable. Ils avaient construit dans l'astral un truc qui était à la mesure de ce qu'on leur avait raconté. Et par la suite, j'ai compris d'autres choses par rapport à ça, mais là, on est dans un univers, dans une création consensuelle, plus ou moins collective, mais qui a une réalité objective et qui peut être stable dans le temps. Ça peut perdurer un certain temps. Si quelqu'un s'occupe de faire vivre cette structure-là, elle peut rester assez longtemps. Voilà. Si personne s'en occupe, ça finit par se dissoudre comme ça. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe. Il faut que les gens sachent que ça se passe comme ça. S'ils créent une maison mentalement, ou un bateau, ou même un paysage, et je le raconte dans le livre parce que je l'ai vécu moi-même. Je me suis amusé à faire ça. C'était un aéroport ou une gare? L'aéroport, moi je me Aéroport, suis fait un aéroport complet avec une grande facilité et il y avait des milliards de détails, hein. Et j'étais stupéfait. Et comment j'ai compris que ça fonctionnait comme ça, j'ai senti cette espèce de pulsion de création qui surgissait probablement de la partie supérieure de moi. Et au lieu de laisser le truc se faire comme d'habitude, je me dis, j'ai bien envie de voir comment ça se passe. Donc je vais freiner le processus pour l'observer. Donc, parce que moi je suis un bricoleur, j'ai envie de voir, donc j'ai freiné le processus, j'ai attentivement regardé comment ça se passait. J'explique dans le bouquin. Création, destruction, un certain nombre de fois. Donc j'ai regardé comment ça se passait. Donc, ayant vu, je comprends comment ça marche. Oui, alors c'est pas tant des objets, hein, c'est qu'il y a des personnes, entre guillemets, qui animent, qui passent. Alors, bien sûr, tu les crées, et ce sont des personnes qui ont l'air vraiment tout ce qu'il y a de. Mais c'est pas des vraies personnes. Et suite à des expériences comme ça, ou même avant, j'avais vraiment le. Quand je rencontrais quelqu'un avec qui j'avais l'air de pouvoir échanger, je me demandais, pendant des années, je me demandais, mais est-ce que c'est des créations de mon propre esprit? Et pendant des années, mais je ne mens pas, hein, véritablement, mon premier réflexe quand j'arrivais dans ce genre de rencontre, c'est de dire, bon, allez, je vais commencer par tout désintégrer, au cas où, et puis on verra bien ce qui reste et s'il reste quelque chose. Et je raconte dans le truc, c'est quand j'ai eu cette entité de type Séraphin qui m'a bien surpris, qui s'est pointé vers moi dans l'épisode de Corinthe, mon premier réflexe, je me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie issue de je ne sais quoi? J'ai qui a inventé un truc pareil? Est-ce que c'est moi? Je détruis, je dissous. Et puis une fois, j'essaye, bon, rien ne se dissout. Deuxième fois, j'essaye beaucoup plus fort. Et puis bon, la créature en question, je me rends compte que non, elle se dissout pas du tout et que j'ai essayé de dissoudre qu'elle, bon, je ne pouvais pas lui faire grand mal, hein. Elle est venue vers moi directement, mais oups, excusez-moi, je suis désolé, j'ai essayé de vous dissoudre. Voilà, pendant des années, c'était ma préoccupation, en disant, bon, c'est personne que j'ai en face de moi. Est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que je l'ai créé? Parce qu'elle a un niveau de réalité, tu vas littéralement échanger avec elle et tu vas la toucher. Simplement, si tu observes attentivement ce qui se passe, c'est une belle création, mais elle n'a pas la radiance d'une créature non constituée par ta volonté. Mais elle en a tous les autres aspects. Donc tu jettes un coup d'œil un peu attentif quand même, au bout d'un moment tu vois qu'il manque quelque chose. Et c'est le supplément d'âme, tu vois, on dirait. Mais tu le vois. Bon, mais les premiers temps, moi, je rentrais pas dans le détail, je faisais un 360 degrés en dissolvant tout ce qui pouvait se passer à proximité, et je regardais s'il restait quelque chose. Bon. Ouais, c'est pas con pour voir si c'est réel ou Tu pas, fais le hein. tri, voilà. Voilà. Je dissous tout. Si c'est moi, bah, je dissous tout. Allez. On verra bien. C'est nettoyage par le Ah bah, fond en mais comble complet. Mais bon, attends. au Karcher. Au Karcher. Mais bon, encore une fois, moi, j'avais pas de guide, pas de bouquin, rien. J'ai tout fait de manière un peu comme ça, par tâtonnement, hein. Voilà. Bon, j'avais des gens qui m'aidaient du côté non physique de temps en temps, mais bon, ils m'ont largement laissé me débrouiller tout seul. Tu as perdu ton père relativement jeune. Oui, Est-ce que tu as eu l'occasion de revoir de oui, l'autre côté? oui, oui. C'est même Sur le tard, enfin, combien de temps après qu'il soit parti? avant son enterrement, pour commencer. Ah oui, c'est rapide. J'étais stupéfait. D'ailleurs, ça a été quelque chose de très étonnant. Et parce que sa mort est survenue suite à un accident de la route. Je n'avais pas 16 ans. Et donc, je l'ai rencontré rayonnant, en pleine forme, comme jamais de sa vie physique je ne l'avais vu. J'étais très étonné. Et je lui ai dit, mais je peux pas te rencontrer, tu es mort. Et lui de m'expliquer, mais non, tout va bien, je suis en pleine forme, etc. Il est revenu un certain nombre de fois, et comme il n'avait pas été, de son point de vue, très correct envers moi, je ne rentrerai pas dans les détails, il s'est attaché
un certain temps à venir me donner un coup de main et à me donner des leçons qu'il était censé pouvoir me donner. Bon, voilà. Il est revenu de temps en temps et il s'est aussi manifesté sur le plan physique à une reprise. Ça a été assez démonstratif. On a eu, je pense que c'est lui qui a fait ça. On était en famille dans la cuisine et d'un seul coup, alors qu'il n'y a pas d'avion ni quoi que ce soit qui est passé dans le coin, on a eu un saladier rempli de concombres qui a littéralement explosé. Et il y avait des débris, moi, comme ça, voilà. Il n'y a que ce saladier qui a explosé. Il y a eu des débris dans toute la cuisine, partout, comme ça d'un coup. Il n'y avait pas de son, donc on n'a pas entendu d'infrason, etc. Moi, je pense que c'est lui qui a réussi à créer une manifestation physique. Alors, j'en suis pas certain, mais je pense. En tout cas, il est intervenu après pendant quelques années, et puis à un certain moment, j'ai senti qu'il avait décroché du monde physique et qu'il était parti là où il devait aller. Voilà. Parce qu'il n'était pas parti tout de suite Non, du il monde pensait qu'il physique avait du business à à régler. finir, en particulier D'accord. avec moi, et que voilà, c'est pour ça que les gens restent souvent, hein, et bon, voilà. Donc, Est-ce que des fois tu te demandes, maintenant avec tout ce temps qui a passé, l'homme que tu es devenu, d'avoir une pensée pour lui, quand tu es de oui, l'autre côté en disant tiens, où est-ce qu'il est, où qu'est-ce est-ce qu'il qu'il est, fait? qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il Ouais. s'est réincarné, qu'est-ce qui va se passer si je recroise sa route, on n'a pas toujours été potes. Bon, maintenant ce qu'il est devenu avec le recul, même si le temps s'écoule différemment, il est très différent de ce qu'il était sur Terre, parce que encore une fois, on joue un rôle sur Terre et un rôle de limitation. Il est vraiment redevenu lui-même. Donc je sais très bien que si je recroise sa route, ce ne sera pas le même homme. Comme quand j'ai revu Coralie, celle que j'appelle Coralie, qui est ma fille adoptive. Ouais, justement, j'allais en parler Voilà. par la suite. Pareil. Bon, ce sont les mêmes, mais qui redeviennent eux-mêmes, qui sont plus complets, qui sont pas forcément comme on les a toujours connus. Voilà. Mais le temps s'écoule d'une manière particulière pour eux. Ils doivent prendre le temps qu'il faut pour s'adapter à leurs nouvelles conditions. Euh, alors, je sais pas si je voulais aborder. Il y a deux éléments que tu as donnés. Alors peut-être on va pas commencer avec ton père, par exemple, au moment de l'accident. Beaucoup de personnes, enfin un certain nombre, ont un accident et la mort arrive subitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps préalable de se préparer, de discuter, de pouvoir Mm. envisager les choses différemment, ou d'avoir le sentiment ou pas d'avoir réussi ou pas sa vie. Bref. L'accident arrive, tu parlais tout à l'heure vis-à-vis d'une auditrice que des entités sont là pour accompagner la Oui, en général. transition. Est-ce que au moment d'un accident, alors l'exemple d'une voiture, d'un avion qui se crache ou que sais-je, est-ce qu'il y a des entités qui, quelque Qu'on part, prévu le coup. ouais, ou qui font en sorte peut-être qu'il n'y ait pas, entre guillemets, la souffrance physique ou qui amortissent un choc, qui, une sorte de préambule ou qui soulage peut-être, je sais pas. Alors, écoute, bon, ouais, je vais donner mon point de vue là-dessus c'est pas une réponse unique. Euh, à mon sens, dans le souvenir que j'en ai aussi, je parle d'expérience personnelle, euh, j'ai plusieurs références qui m'indiquent que parfois, les gens quittent leur corps avant la mort officielle. D'accord. Bon, par exemple, un tel est déclaré mort le lundi à 18 heures, mais il est déjà parti depuis 24 heures. Il est déjà plus là. Voilà. Bon. Ça, c'est Euh, une mort douce, tu veux dire. Pas forcément, parce que du moment où il est rentré à l'hôpital, où il a été malade, etc., ça peut être vraiment pénible, mais à un certain moment, si tu veux, le moment du départ n'est pas forcément l'heure Où le de cœur la mort s'arrête. officielle, Ouais. où le cœur s'arrête, si tu veux, ou la respiration. Donc, moi, j'ai constaté ça à plusieurs reprises, et je raconte le cas aussi sur le site internet. Euh, donc, il peut arriver également qu'à l'occasion d'une mort violente, l'âme en soit immédiatement informée. Ça va se passer dans 2 microsecondes, mais elle s'éjecte hors du corps physique. Par exemple, le corps physique se fait littéralement écrabouiller alors que bon, je suis plus à l'intérieur. C'est possible aussi. Mais le contraire est aussi possible aussi. Voilà, tout est possible en fonction de je sais pas quoi. Je n'ai pas les Mm, réponses à mm. tout. Et Mais voilà, tout de, est possible. de départ en masse, parce que là, je prenais l'exemple d'un avion où là il y a un collectif d'humains ou Ouais. d'une catastrophe naturelle. Comment est-ce que peut-être, je sais pas, des échos que tu as pu en avoir ou de voir ou d'assister Je répondrai par l'arithmétique. Combien de personnes meurent en moyenne chaque minute sur Terre? ça doit être énorme. Bon, un paquet. Mm. Alors, si la question, est-ce qu'il y a les moyens, est-ce qu'il y a les équipes de l'autre côté? Oui, il y a suffisamment de monde, c'est pas la question. Est-ce qu'ils peuvent prévoir, style un avion se crache ou il y a un accident de la route? Oui. Alors,
peux me demander pourquoi, mais bon, je te réponds, du point de vue de ceux qui s'y trouvent, c'est évident. On voit assez facilement ce qui va se passer dans l'immédiat et de manière très sûre. Et l'immédiat, ça peut être 3 jours. Donc, voilà. Les équipes, il y en a. La rapidité d'action, bah mon Dieu, quand peut bouger à des vitesses, bon, comme on les décrit, ça pose pas trop de problème. Le problème, c'est plus d'être là, présent dans la bonne dimension. Donc, à moins d'un anéantissement de la moitié de la population humaine, grosso modo, les choses se passent toujours de la même façon, à mon sens. La plupart du temps, euh, où les gens vont directement au bon endroit parce que c'est comme ça, ils retrouvent la mémoire assez vite et puis bon, ils filent à la maison. Et c'est souvent des bons témoignages de NDE dans lesquels ils font une partie du parcours et puis on leur dit ah, stop, c'est pas le moment, tu retournes. Bon ben voilà, ils sont sur le chemin naturel, ils n'ont pas forcément besoin d'assistance. Ou alors ils croisent un type assez lumineux pour qui prennent pour je sais pas qui, en général le Christ, ils sont chrétiens, mais fondamentalement c'est pas le Christ. C'est un brave type qui est là, c'est vrai qu'il est super lumineux, qui a l'air d'être le Christ, mais si on veut bien lui poser la question, on va dire bon, si je veux être gentil à toi, je vais dire pour t'accoutumer, oui je suis le Christ, mais en fait, si je veux être franc, je suis pas le Christ. Je suis comme toi. Je suis un pote à toi qui vient de donner un coup de main. C'est comme ça que ça se passe. Le gars, il est tellement lumineux, tellement radiant, tu te dis c'est pas possible, c'est un saint, je ne sais pas quoi, mais non, en fait, c'est quelqu'un qui te ressemble fondamentalement, voilà, et auquel tu ressembleras énormément dans quelques temps quand tu seras accoutumé dans le monde dans lequel tu arrives. Donc après, il y a les personnes qui nécessitent une espèce d'accompagnement, et je parle dans le livre d'un voyage que j'ai fait dans une espèce d'endroit étape qui était dédié lui, parce qu'il y a des spécialités comme les hôpitaux, manifestement, qui étaient dédiés aux gens qui étaient morts assez âgés. Et j'ai visité cet endroit sans d'ailleurs chercher à visiter ce genre de truc. Bon, j'atterris. Souvent, ça se passe comme ça. C'est t'atterris à un endroit, bon, tu sais pas où t'es. Et Et t'atterris à un endroit sans même que tu aies envisagé cet endroit tu parce que peux tu ne le connaissais envisager pas. l'endroit. Et la plupart du temps, ça commence du style j'arrive. Bon, je suis où? Il se passe quoi? Il y a qui? Bon, voilà, allons aux nouvelles. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, les bâtiments, la nature, s'il y a des bâtiments. Voilà. Voilà. Surtout quand tu passes dans d'autres dimensions, tu es vraiment en état de découverte permanente. Voilà. Et bon, là, ce coup-là, j'arrive dans un endroit où il y avait pas mal de gens qui paraissaient être des vieillards. Mais je me dis, ils se foutent de la gueule du monde. Ils font semblant d'être des vieux grabataires. Ils font semblant d'être des vieux grabataires. Tout de suite, ça te saute aux yeux, si tu veux. Ils font semblant d'être impotents, plus ou moins, mais bon, ils font semblant. Tu te dis, parce que non, ils sont pas malades, ils sont pas vieux, même s'ils donnent cette apparence. Et là, j'ai l'espèce de préposé du coin, là, bon, qu'on peut appeler infirmière, très charmante, qui vient vers moi, qui m'a pris d'ailleurs pour un arrivant, qui n'avait pas vu que j'étais un visiteur. Et je lui pose la question, elle me dit, non, non, moi, c'est des gens dont je m'occupe, qui sont effectivement morts âgés. Et on les acclimate en douceur à leurs nouvelles conditions, parce qu'en général, on est gentil. Bon, la brutalité, c'est surtout dans le monde physique, mais quand on arrive là-bas, on leur dit pas les choses quand ils sont pas, quand ça va les blesser, on va leur dire les choses un peu de manière un peu light, progressivement. Hein, on les laisse arriver, bon, ils croient à ce qu'ils veulent, bon, allez, posez-vous là, reposez-vous, ça va, bon, voilà, promenez-vous ici, faites ça, jusqu'au moment où les gens se disent, dans la durée, bah tiens, j'avais mal à la jambe depuis 20 ans, puis finalement, elle marche pas si mal. Voilà. On les laisse tranquillement s'accoutumer. Voilà, il y a cette accoutumance. Bah moi, comment je sais ça? Mais ils ont Ben, conscience d'être morts ou pas? oui, Ah d'accord, ok. oui, 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 ils sont morts, mais bon, ils ont dans l'idée, parce qu'une fois, bon, arrivé dans cet état-là, tu es ce que tu penses être. Donc si depuis 20 ans tu penses être vieux et grabataire, tu as tendance à, par inertie mentale, à rester un peu dans cet état d'esprit un certain temps. Alors, il y en a qui sont ravis et qui sautent le pas rapidement dans les références temporelles. Et puis, il y en a d'autres qui choisissent ou qui, bon, par inertie mentale, ont besoin de plus de temps. Et ben, on s'occupe d'eux gentiment. Et puis voilà. Et donc, j'ai vu tous ces braves gens qui faisaient semblant d'être vieux et grabataires. Ça me semblait bizarre. Donc, qu'est-ce qui les empêche de bouger normalement? Voilà. Donc, je raconte cet épisode-là. Donc, il y a des lieux également qui sont dans lesquels les gens se synchronisent parce qu'ils sont dans une espèce de communauté de pensée. Et la règle générale, là-bas, c'est l'affinité, donc on est par définition dans des mondes consensuels. Le consensus, ça veut dire qu'on pense tous plus ou moins de la même façon et qu'on a créé dans les mondes supérieurs une espèce de réalité objective, tangible, matérielle, enfin voilà, solide,
par habitude, et que les gens qui vont dans cet endroit-là vont dans cet endroit-là parce qu'ils vibrent comme moi, donc voilà, tout le monde est en affinité, et c'est comme ça que vous avez des armées de chrétiens qui se retrouvent entre chrétiens. Alors, bon, dans différents courants chrétiens, il y a ceci, cela, cela, ça se divise. C'est un bordel noir, mais bon, non, mais je te parle de trucs précis parce que j'ai visité mais c'est un truc de fou, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, tu crois, je te fais la version, bon, alors tu peux aller direct bon, dans les villes de lumière et tout ça, mais il y a une partie des gens qu'on traite. Mais je déconne pas. J'imagine les témoins de Jéhovah tous entre eux. Mais oui, ils sont tellement accrochés à leur idée. Mais t'imagines, pour certains d'entre eux, mais exactement comme les gens qui ne veulent pas décramponner de leur maison, d'un seul coup, non, tu leur dis, bon, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, attendez, on va vous expliquer. Pour commencer, on va vous dire un truc très simple. Tout ce en quoi vous avez cru jusqu'à présent, toute votre vie, c'est un fatras de conneries. C'est énorme. Alors, c'est pas très gentil de leur dire ça. On peut leur dire ça, moi j'aurais tendance à leur dire ça, c'est un peu ce que je dis dans le bouquin, mais bon. Dans le sens du poil, là. Voilà, dans le sens du poil, on dit, bon allez, ils ont créé un monde consensuel, mais ils ont même fait des églises. Un jour, j'ai visité une de ces églises qui était extraordinaire, très luxueuse, etc. Il n'y avait pas un chat dedans, excuse-moi. Mais bon, je sais pas où ils étaient, mais moi j'ai visité cet endroit-là. Bon, j'ai vu ce genre de lieu. Et j'ai compris en gros comment ils fonctionnaient. Donc c'est des lieux transitoires dans lesquels on reçoit les gens en fonction. Bah, ils vont naturellement dans cet endroit qui a été préparé de manière consensuelle par ceux qui les ont précédés. Il y a des gens qui restent assez longtemps parce qu'ils sont un peu crispés sur leurs croyances antérieures terrestres. Alors si on, je vais prendre l'exemple des chrétiens, s'ils croient à telle tendance, eh bien, alors malgré tout, ils arrivent dans un endroit très sympathique dans lequel tous les gens pensent absolument comme eux. Par définition, c'est ça. Mais il y a quand même deux, trois trucs qui collent pas. Alors ça, c'est d'entrée, c'est quelque chose qui colle pas, de toute façon. Voilà, c'est comme ça. Chercher un truc. C'est incontournable. Parce que si on leur a promis, par exemple, que Dieu allait apparaître en personne pour juger les âmes, eh ben ils le voient pas. Alors ils disent que c'est peut-être pour dans pas longtemps. Voilà, bon ben, ils se disent après tout, l'endroit est sympathique, ça va pas tarder. De toute façon, c'est dit dans les Écritures. Puis je suis exactement dans le lieu que j'avais prévu, imaginer être, parce que ici tout est superbe, magnifique, etc. Les gens, c'est les élus qui sont avec moi, donc on est les seuls de la création à être sauvés. C'est sympa. J'avais raison d'avoir opté pour cette putain de religion-là. C'est la bonne. Et donc, ils sont très contents. Et puis, mais bon, il y a deux, trois trucs qui clochent, du style, bah, Dieu lui-même n'est pas là. Bon, il doit être occupé à autre chose, il va pas tarder. Et puis, les anges, on les voit pas. Ils sont là, ils sont voilà. Bon, à part ça, tout va bien. J'ai ma maison ici qui est prête et je vais essayer de vivre une petite vie qui est finalement assez semblable à ce que je vivais sur Terre, en beaucoup plus sympa. La plupart des religions monothéistes proposent ce genre de schéma quand tu explores un petit peu leur vision du paradis, que tu essaies de détailler les choses. Moi, je me suis amusé à faire ce travail-là, suite justement à ce que j'ai observé là-bas. Je dis, bon, c'est ça leur vision du paradis? Bon. Ben, tu comprends après que c'est simplement les gars qui ont géré les religions derrière se sont dit, bon, cette histoire de paradis, comment est-ce qu'on prend cette affaire-là pour essayer de les verrouiller un petit peu? Bon, le mieux qu'on leur... Parce que eux-mêmes ne sachant absolument rien, à part le fait de lire un ou deux vieux bouquins, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, ces gens-là. Donc, bon, ou alors, bon, c'est vraiment, c'est des gens malfaisants, mais bon, je dis, bon, allez, bon, moi j'ai l'habitude de croire à ce qui est écrit dans le bouquin, parce que toute ma famille y croit depuis 10 générations. Donc, qu'est-ce que c'est que ce sacré paradis? Moi, je suis un expert en théologie, donc je vais vous dire ce que c'est que le paradis. Puis après, il planche sur le sujet, je dis, bon, nom d'un chien, qu'est-ce que ça peut être que ce paradis? Alors, ça peut être que, bon, ce que je connais ordinairement, mais en beaucoup mieux. Alors, mais, je ne raconte pas d'histoire, moi j'ai fait des recherches, et le gars, il va te dire, si c'est par exemple un musulman des siècles passés, il va dire, ben voilà, le paradis, ben vous avez des tentes absolument immenses, voilà, tellement grandes que vous avez marché pendant des jours avant d'en faire le tour. Et puis il y a un fleuve de vin, par exemple, ou un fleuve de ceci ou de cela. Et puis, je ne te mens pas, bon, sans me foutre de la gueule d'une religion en particulier, parce que on peut aller voir les autres religions, c'est la même chose. Les docteurs de la loi te disent explicitement, de manière très claire, tu peux tromper ta femme, même si elle est là, sans qu'elle n'en sache jamais rien. Voilà. Voilà. Dans l'hypothèse où elle se retrouverait au même endroit que toi, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Donc le rêve absolu, donc on se dit, voilà, tout ce que tu peux vivre de mieux dans ta vie physique, comme par exemple le fait de tromper ta femme, eh ben, tu peux le faire, mais au centuple.
et plus dans le paradis. Donc encore une fois, on se prend, à défaut d'avoir la moindre connaissance que ce soit, on se prend le monde physique tel qu'on le connaît à l'ordinaire, et puis on explique que c'est encore mieux, mais c'est le même, mais en mieux. Tu vois? C'est la vision du paradis de presque tout le monde. Alors, dans le mythe chrétien, c'est quoi? Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. On imagine qu'on est dans un état de béatitude, Parmi les anges, les nuages. les anges, et on joue de l'harpe sur un nuage. Bon, en gros, tu te fais chier l'éternité. Où est l'intérêt? Peut-être que l'enfer est plus sympathique, bon, je sais pas. On peut se poser la question. Et puis, on peut se poser plein de questions, même a priori. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans le paradis? Par exemple, je pose la question directe dans le bouquin, parce qu'on peut essayer d'être logique. Je veux dire, si la vie sur Terre est une espèce de sélection, avec on trie les mauvais bon, vont aller en enfer, ou quelque chose comme ça, ceux qui sont un peu limite purgatoire, et puis ceux qui ont vraiment gagné la partie, qui ont marqué les bons points, ils vont aller là-bas. Mais celui qui a 100 points, est-ce qu'il va au même endroit que celui qui en a 98? Ou est-ce qu'il y a différents paradis ou différentes hiérarchies dans le paradis pour l'éternité? Tout ça parce que tu as vécu 10 ou 12 ans de telle ou telle manière, parce que tu n'as pas bouffé tel ou tel truc. Pour l'éternité, l'éternité c'est long. Pour une dizaine d'années ou une quinzaine d'années ou même 50 ans passés à respecter des règles un peu incompréhensibles, tu passes l'éternité à tel niveau hiérarchique et tu fais quoi? Bon, alors on promet à tous ces gens-là une vision magnifiée du monde physique qu'ils connaissent, sans s'imaginer une seconde que ça peut être complètement différent. Bon voilà, dans la réalité, les choses se passent de manière complètement différente, mais quand on les accueille, je reviens au monde transitoire, on leur dit parfois avec précaution, on leur suggère avec précaution parfois, en les accoutumant, que c'est pas exactement comme ça que les choses se passent, mais qu'on va lentement les habituer à cette idée. Et là, faut pas s'étonner, hein, toi si tu es super chrétien, tu vas te retrouver dans ces espèces de monde, et puis jusqu'au moment où tu vas te dire, bon, je comprends pas. Il y a quelque chose Il qui y a quelque cloche. chose qui cloche depuis le début. Et puis un tel que je voyais là, d'un seul coup, il a disparu, on le voit plus. Où il est? Voilà. Mais c'est comme ça que ça se passe. Parce que le gars, quand il prend conscience du truc, ça se passe des fois en un éclair. Ça va être le gag. Franchement, ça doit être le gag. Mais c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'encore une fois, l'état de conscience et l'endroit où tu te trouves, c'est une seule et même chose. Donc, le mec qui se dit, putain, j'ai compris, clac, pouf! En Il un rien de disparaît. temps, il se désynchronise de l'endroit où il est et il monte en vibration. Voilà. Donc pour les gens qui sont à côté, je dis, bah, d'un seul coup il est parti, il est où? Donc après ils peuvent bâtir leur propre mythe sur cette affaire-là en disant ça, il a rejoint le paradis terrestre et on va y passer nous aussi. Ce qui est une flopée de conneries aussi. Ils ont pas. Ce que je veux dire, c'est que l'accès à la connaissance et à la réalité n'est pas automatique quand tu meurs. Tu as différents degrés. Encore une fois, on n'est pas dans quelque chose de simple, ni dans quelque chose. On est plutôt dans quelque chose de complexe et graduel. Question, docteur. Euh, j'ai eu l'occasion de lire pas mal de témoignages qui font mention de, une fois qu'ils arrivent de l'autre côté, ils voient défiler leur vie. Alors, il n'y a personne pour les juger, mais par contre, ils ressentent, en Oui. fonction des actions qu'ils ont pu effectuer vis-à-vis de leur vie terrestre, ils ressentent les émotions qu'ont pu ressentir leurs Oui. proches, les amis, la famille, etc. Alors ça peut se passer, oui, ça peut se passer à l'instant même de la mort, ou juste avant, ou juste après, ou ça peut se passer un certain temps après l'arrivée dans les mondes supérieurs. Euh, Quel est le bon moment pour vivre ce moment-là? Ben, le bon moment, c'est le bon moment, et c'est pas moi qui vais décider. Je connais pas les règles pour ça, mais je sais que ça peut se produire à peu près à n'importe quel étage, et cette revue de vie, elle peut avoir lieu assez longtemps après l'arrivée dans un monde consensuel. Voilà, parce que je témoigne de ça. Maintenant, je peux pas donner de stats, hein, je peux pas dire vous avez 20% de chance de vous retrouver là-dedans. Mais c'est un peu Ça, incontournable, apparemment. la règle, c'est vraiment l'état de conscience, la formation mentale que tu as quand tu meurs. Voilà. Donc, si c'est pas le bon moment pour te faire défiler ta vie et puis te vivre le choc de la revue de vie, euh, les lois divines vont se débrouiller pour que ça soit pour attendre le meilleur moment. Voilà. Quitte à être D'accord. accompagné. Voilà. Donc tu es en train de dire que même si ça peut être pas forcément dans l'immédiat, de toute façon, ça serait incontournable. Oui, oui, ça fait partie des trucs qui arrivent. Mm. Et c'est bon, t'es secoué, hein, parce que bon, tu vois que toutes tes actions ont eu des actions en chaîne sur ton entourage, et puis tu perçois de manière très intense les conséquences de tes actions en pensée ou en parole ou en acte, sur tous les gens que tu as croisés, sur toutes les créatures que tu as croisées. Bon, si tu as une certaine idée de toi-même, une haute idée de toi-même, tu ressors d'ici, tu es un peu lessivé. De toute façon, hein. Pour être content de soi, c'est pas facile, hein. Bon, voilà.
il faut aborder la chose avec beaucoup de l'humilité en disant qu'on va s'en prendre une bonne. Ouais. Mais en général, il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent contents. Mais bon, ça fait partie du processus dans lequel on doit intégrer et faire un espèce de bilan, mais c'est plus qu'un bilan, c'est vraiment un téléchargement dans le corps de lumière de toute l'expérience qu'on est venu ranger sur Terre. Et voilà, on le charge au bon endroit, voilà, on en récolte les fruits. Après, quand on a bien été secoué, parce que la souffrance morale existe sur les mondes supérieurs, on se dit, bon, ben, il va me rester de ça, tel ou tel aspect à travailler, je vais le travailler, mais pour l'instant, je vais me reposer. Voilà. C'est comme ça, à la hache. Mais bon, ça t'a fait marrer l'histoire des mondes consensuels. Mais bon, Oui, c'est non, vrai, hein. c'est C'est fun, vrai, c'est fun. c'est progressif. Et bon, de suggérer aux gens, de leur dire, attention, ce que vous allez voir après votre mort, un, vous avez beaucoup de projections de votre propre esprit, vous y attachez pas trop, même si c'est très spectaculaire. Deux, si vous vous trouvez dans un monde qui est absolument conforme à ce à quoi vous attendiez trouver, méfiez-vous, il y a un loup. Il y a quelque chose qui m'épate un petit peu dans cette histoire, c'est-à-dire que donc au moment du décès, alors pour prendre l'exemple des vieux ou de ces mondes consensuels concernant les religions, ceux qui sont attachés en tout cas, qu'il y a des êtres, des entités qui sont là pour petit à petit, gentiment en douceur, les amener à entrevoir le fait que ce n'est pas la réalité, Oui, qu'il y a autre chose. Et si on regarde dans ce plan d'existence 3D qui est la nôtre, notre réalité, on pourrait se dire, mais où sont ceux qui nous permettent d'envisager les choses sous un autre angle que bah, la réalité qu'on s'est forgée consensuellement, tous. ils sont là. Oui, Et alors, ils sont bel et bien là, et il suffit de les entendre parce qu'ils sont là pour nous expliquer, ils sont là sur le plan immatériel. Alors moi, je le raconte dans ce bouquin-là, ces entités-là, ces amis-là, ils se sont manifestés à moi de manière extrêmement spectaculaire sans que je leur demande quoi que ce soit. Et je le raconte, je crois, dans le bouquin, et un de mes amis proches s'en souvient encore, c'est un gynécologue bon, réputé. Et je raconte très précisément hein, dans le livre, et bon, s'il écoute cette émission, il va se reconnaître. Il s'en souvient encore. Il me dit, tu te souviens le jour où tu es arrivé chez moi et tu m'as expliqué qu'une entité qui était présente dans la voiture, mais de manière non matérielle, t'a prévenu que tu allais avoir un accident, d'accord, de voiture. J'en avais jamais eu avant. Hein, et que 10 minutes après, on l'a eu. Voilà. Il s'en souvient encore, André. Bon, il s'appelle André, bon, j'ai lâché son prénom. Et donc, moi, c'était hyper démonstratif. Je ne demandais rien, j'attendais rien. J'ai entendu d'un seul coup cette voix, comme si quelqu'un était assis à côté de moi, qui me disait quelque chose de précis, qui me prévenait que j'allais avoir un accident de la route. J'ai cru que ça allait arriver immédiatement. J'ai regardé partout. Bon, c'était très clair, c'était limpide, comme s'il avait été à côté de moi physiquement. Et c'est arrivé. Donc, ils m'ont fait la démonstration. Bon, ça, c'est ma vie, avec des preuves que j'ai pu vérifier, comme là, c'est vraiment une démonstration puissante. Hein. Moi, j'avais tout juste mon permis de conduire, j'avais 18 ans et c'est arrivé. Voilà. Je demandais rien, mais ils m'ont prouvé qu'ils étaient là. Alors après, ils m'ont fait d'autres coups de ce genre-là. oui, mais ils sont invisibles. Mais quand tu parles de ces mondes-là, des défunts, ils sont visibles pour les défunts. Oui, bien sûr. Donc c'est la différence, et c'est là où je voulais en venir moi indirectement sur le phénomène OVNI et de ceux que tu appelles les gestionnaires et qui sont là depuis très longtemps, qu'à nous Oui, observer. Tu nous dis dans le livre que l'humanité a été créée par génie génétique. je pense. Euh, Effectivement, oui. et donc ils sont là, eux, là aussi pour nous guider, nous accompagner à l'évolution au même titre que les défunts sont Alors, amenés à... il y a de grands débats sur ce truc-là, parce que, bon, un certain nombre de personnes sur cette planète, mais ils sont peu nombreux, savent que ces choses-là sont absolument réelles. Euh, Parce qu'il y a un grand nombre de preuves. Donc, le rôle principal des gouvernements, c'est d'empêcher les gens d'accéder à ces réalités-là. C'est réel. Ce sont des phénomènes qui sont absolument réels. On n'est non seulement pas tout seul dans l'univers, mais pas tout seul non plus sur cette planète. Et beaucoup se posent la question sur leurs intentions, leurs plans. Il se trouve que c'est pas en collectant des informations sur les manifestations d'OVNI qu'on arrive à accéder facilement à leurs intentions, bon, même s'ils se manifestent principalement autour des installations nucléaires militaires ou civiles, mais il y a d'autres manières de comprendre les choses et fondamentalement de comprendre qui on est en réalité et est-ce qu'on est vraiment différent de ces gens-là. Et donc, quand on comprend qui on est et que fondamentalement on est
de manière transitoire des êtres humains incarnés dans le monde physique terrestre, et on sera probablement dans le futur parmi ces peuples-là, qu'on peut appeler les peuples des étoiles. Et on se rend compte que l'affaire est quand même à considérer d'une autre façon. Alors, beaucoup de ces gens-là qui sont plus évolués que nous technologiquement et scientifiquement, beaucoup plus, ont des principes qui consistent à pas intervenir directement dans nos affaires, mais quand même à essayer de nous donner un coup de main parfois. Ce qui fait qu'on peut allègrement se massacrer par millions et nous laisse faire. Après tout, c'est ce qu'on aime faire. Allons-y, on les laisse faire. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Avec tous les moyens qui sont à notre disposition, on va mitrailler, tuer, gazer tous les gens qui sont à portée de la main, même si ils sont assez proches de nous, mais parce qu'ils habitent le territoire d'à côté, ils sont de l'autre côté de la rivière, ou ils sont de la même tendance religieuse, mais pas exactement la même, parce qu'il y a un infini iota entre sa vision des choses et la mienne, donc je lui tire dessus à mort jusqu'à ce qu'il meure. Donc, et ça, à très grande échelle, on met 50 millions de morts dans une guerre, etc. Ils nous laissent faire tout ça. Voilà. Ils nous laissent nous reproduire énormément. Voilà, c'est le libre arbitre, on n'intervient pas de manière directe. Peu compréhensible de la part de gens qui observent, qui savent que ce phénomène est réel. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi ils semblent intervenir d'une certaine façon et pas d'une autre. Moi, je crois qu'on finit par accéder à cette compréhension, d'abord en comprenant qui on est nous-mêmes, et en essayant à travers le récit des gens qui expliquent avoir été abductés, il y a des études très sérieuses qui ont été faites sur ce sujet, peut-être que vous en avez abordé ici. Moi, je recommande de lire les ouvrages de John Mack, qui a fait un véritable travail sérieux, scientifique là-dessus, ou moins connu en France est Dolores Cannon, que j'ai vu en conférence aux États-Unis, et qui est une dame respectable qui assiste les gens qui racontent avoir été abductés depuis plus de 50 ans, donc là, du background, comme on dit. Hein. Et cette dame a écrit un bouquin remarquable, à mon sens, qui n'a pas été encore traduit en français, qui s'appelle Les trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre, dans lequel elle explique que schématiquement, il n'y a pas vraiment de différence entre eux et nous. Enfin, nous c'est eux et eux c'est nous, d'un certain point de vue. Et que ces gens-là, malgré leur principe de non-intervention, essaient de nous donner un coup de main et nous répètent depuis des dizaines d'années qu'on est en train de bousiller la planète. Avec le nucléaire principalement, mais pas seulement. Donc les abductés racontent avec un bel ensemble en général qu'ils ont eu droit à la messe, qu'on leur a expliqué avec beaucoup de détails qu'on est en train de bousiller la planète et que ça va nous mener très vite à la catastrophe. Simplement, dans le package, on leur fait des prophéties apocalyptiques dans lesquelles ça va se produire dans 3 ans. Et ça ne se produit jamais à l'échéance indiquée. Donc un mélange d'informations et de désinformations, mais qu'on peut comprendre quand on connaît la psychologie humaine, dans lequel, tant qu'il n'y a pas urgence, il n'y a pas besoin d'action. Donc si vous voulez convaincre un enfant de faire telle ou telle chose, si vous lui dites que vous avez un temps infini pour y arriver, il ne va jamais le faire. Donc ils agissent avec nous comme ils pensent que c'est le bon mode de fonctionnement pour nous. Comme on fait avec nos enfants. Hein, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'on comprend. Hein. On continue à se massacrer, à se reproduire sans retenue, à polluer la planète, à piller les ressources, à encombrer de déchets absolument tout ce qui existe sur la... Voilà, bon. Alors, je fais juste une parenthèse par rapport à ça, parce que tu mentionnes à un moment donné que très tôt, tu as été amené à expérimenter l'hypnose quand tu étais Oui, adolescent au lycée. par jeu, oui. Ouais, alors, la question serait de savoir si justement il y a une hypnose collective à l'image de ces dimensions supérieures où après la mort on est omnibulé par la vision que l'on s'était créée. Alors, Oui, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, je l'aborde dans le livre, parce que j'en ai pris conscience progressivement. Là, on touche à la notion d'inconscient collectif. Alors, les scientifiques, il y a 2 siècles, ont constaté un peu empiriquement l'existence de ce qu'ils ont appelé l'inconscient collectif, qu'on peut définir comme une espèce de conscience collective avec des dénominateurs communs à toute l'humanité, quelle que soit l'histoire, récente ou passée, de ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a des points communs entre, je sais pas, un Indien d'Amazonie et un gars d'Asie centrale, même si en théorie, depuis des milliers d'années, ils n'ont pas de contact direct. Alors il y a certainement des explications génétiques. Moi je pense, pour avoir abordé le problème d'une autre façon, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une espèce de banque d'informations de nature énergétique dans lequel on va puiser ces connaissances-là. Donc je vois le cerveau comme étant plutôt un appareil de réception dans lequel je vais choisir dans cette banque de données ces informations qui sont à ma disposition. C'est une immense bibliothèque, mais c'est quand même une bibliothèque terrestre.
Et cette banque d'informations énergétiques dans laquelle on va puiser non pas bon, les pensées, les concepts, etc. C'est une espèce de résultante de ce qui s'est passé autrefois, ce que les gens appellent les égrégores, mais bon, ça existe réellement. Et moi, je pense, parce que j'ai cru comprendre, à mon un grand étonnement, j'ai compris que les créatures qui gèrent cette planète utilisent cet inconscient collectif, qui a une réalité objective aussi à un certain niveau, et technologiquement interviennent dessus pour accompagner notre changement. Alors, oui, je réponds, forme de rêve et d'hypnose collective et de manipulation collective de cette manière-ci. Voilà. Alors, c'est pas très sympathique de prendre conscience de ça. On se dit, mais où est le libre arbitre et qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais ils ont volontairement introduit, et c'est là où j'ai vu leur action, je pense dans les années 80, un certain type d'information dans la banque, et en particulier cette information que je viens de détailler, en disant on est là et on intervient sur la banque. Et quand ils ont produit ce genre de choses, parce que j'ai vu j'avais pris conscience de l'existence de cet inconscient collectif de nature énergétique, et quand j'ai vu ces modifications, j'ai compris qu'ils étaient, parce que bon, une modification c'est un peu comme une modification informatique, celui qui en est l'émetteur marque aussi une certaine empreinte, une certaine identité. Donc j'ai compris que ce n'étaient pas des créatures issues de cette planète-ci qui avaient induit cette information là-dedans. Alors, c'est assez particulier ce que je raconte. C'est comme ça que j'ai détecté leur présence, leur action technologique sur l'inconscient collectif. On en a déduit, les gens qui ont pressenti cette réalité ont déduit qu'on était tous manipulés ou comme des animaux d'élevage, etc. Non, moi je vois les choses un peu différemment. Ça fait partie du package d'évolution sur la planète. On a besoin aujourd'hui de cette structure d'inconscient collectif bon, qui nous relie tous les uns aux autres, mais qui nous emprisonne à l'intérieur de concepts limités. Mais on introduit progressivement de plus en plus d'autonomie, de lucidité dans cette affaire-là. Et chacun d'entre nous est fondamentalement libre également de trouver un raccourci, d'accord, de sortir de là. Quand on sort de là, c'est comme de sortir de la mer. On se rend compte qu'on est dans la mer quand on en est sorti. Mais quand on baigne là-dedans, on ne sait même pas qu'on est dedans. Voilà. Donc dans les expériences hors du corps, on sort de ces niveaux-là. On a l'impression que c'est une espèce de cacophonie euh, très désagréable. Alors, on en parlait tout à l'heure avec un auditeur. Et on souhaite s'en éloigner au plus vite, mais on se rend compte que dans cette cacophonie, il y a une espèce il y a des schémas et qu'il y a des choses qui sont des dominantes. Alors, bon, on sent beaucoup d'agressivité, de peur, de violence, tout ce truc-là, mais pas seulement, il y a bien d'autres choses. Mais il y a aussi des schémas de pensée qui sont là inscrits et dans lesquels un nouveau-né va les puiser pour forger, pour charger ses petits neurones personnels. Donc c'est pas, alors c'est une approche assez particulière dans laquelle on voit le cerveau comme étant non pas le producteur de l'idée, mais comme le récepteur de l'idée qui va chercher ailleurs. On est sur un système Internet. Voilà. Bon, moi je suis arrivé à cette conclusion-là et en lisant un ouvrage, je crois, d'un auteur américain qui s'appelle Moore, je conseille aux lecteurs de lire l'île de Tom de Moore qui s'appelle Le principe de Lucifer. Il aborde cette question-là, pas du tout d'un point de vue parapsychologique ou ésotérique, qu'on pourrait nommer cette approche-là, mais d'un autre point de vue scientifique. Et c'est très intéressant d'après moi parce que je pense que c'est beaucoup plus près de la réalité que la production par le cerveau de l'idée ou du concept. Je pense qu'on est plutôt dans la réception que dans la production, en général. Donc oui, il y a une forme d'hypnose collective, de conscience collective, une espèce de rêve collectif. Certaines civilisations dites primitives, d'ailleurs, ont nommé ça le rêve, tel type de rêve, etc. Je pense que c'est réel. Pourquoi rêve? Parce qu'on est dans une conscience relative de la réalité qui est commune à un ensemble de personnes. Toute la population terrestre rêve de la même façon à cause de cette banque d'informations qui est autour de nous. Quand on quitte le corps physique et qu'on quitte les premiers niveaux du monde astral, on se rend compte que voilà, que ça existe parce qu'on en est sorti. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais oui, 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 je non, réponds comme oui, ça. oui, oui, d'accord. Donc, il y a de nouveaux programmes qui se font, qui se téléchargent à travers cet inconscient Voilà, collectif. on le nourrit nous-mêmes par ce qu'on fait au quotidien, donc on est quelque part co-responsable. Quand on produit quelque chose bon, là, de relativement positif, bon, ça vient alimenter la banque générale. Et quand on produit quelque chose de négatif, ça vient alimenter les choses d'ordre négatif, si on veut émettre des jugements de valeur.
Et de temps en temps, je pense de manière assez régulière, les gens qui gèrent la population humaine sur Terre interviennent technologiquement dans cette affaire-là pour accompagner notre évolution comme ils le font depuis des dizaines de milliers d'années. Ça, c'est mon point de vue. C'est très difficile à entendre. Mais bon, moi, je le livre tel quel. Moi, je suis arrivé à cette conclusion-là. La manière dont je l'ai expliqué. Voilà. Chacun prend ce qu'il veut. Question, est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur? Oui, bien sûr, absolument. Oui. Ouais. Comment est-ce que en ayant vécu tout ce que tu as vécu comme expérience, tu abordes ce qu'on appelle la peur, qui est, alors, entre guillemets, relativement présente à l'heure actuelle, enfin tout est relatif, mais Alors, je vais parler d'une manière générale, hein. Euh, il y a un certain type de peurs qui disparaissent totalement quand on vit ce type d'expérience. Mais par contre, il y a de nouveaux types de peurs qui voient le jour, auxquels tu n'aurais absolument pas pensé avant. Et je vais en parler d'une en particulier, celle très typique, moi, que je peux vivre par moment, celle de me perdre dans l'immensité du monde astral. Euh, voilà, j'y pense assez souvent. Je me dis, mais bon, à chaque fois que je fais une projection, je me retrouve dans des endroits différents, à vivre des trucs différents. S'il y a quelque chose de l'ordre de ma maison et de mes amis, comment je suis, bon, je sais qu'ils sont là, comment est-ce que je suis sûr d'aller à tous les coups assez rapidement revenir à la maison? Vu l'immensité de la chose, dans toutes les directions et dans toutes les dimensions. Bon, et de temps en temps, c'est vrai, c'est pas une peur que tu ressens quand tu es dans le système de croyance bon, classique, matériel et terrestre, voire si tu as une croyance religieuse. Mais bon, c'est vraiment un exemple de peur que tu peux ressentir à une certaine étape dans une expérience du type de la mienne. Après, bon, la peur fondamentale sur Terre, c'est la peur de la mort. Et on en parlait tout à l'heure, fondamentalement, la peur de la mort est inscrite dans le programme du corps physique et même dans le corps énergétique. Donc on est confrontés tous de la même manière à ce truc-là. Toi comme moi comme les autres, etc. Ce que je sais, c'est qu'à l'instant où on est libéré du corps physique, cette peur, on la laisse dans le corps physique et dans le corps énergétique. Donc moi, j'ai eu des moments de ma vie un peu difficiles sur le plan de la santé, à deux, trois reprises, euh, souffert au point que effectivement la mort m'était indifférente. Et je le raconte aussi un petit peu, je crois, avec dans le livre. l'opération de ton cou, non? Oui, oui. Donc bon, c'était une opération bénigne, mais bon, j'ai beaucoup souffert et j'étais à l'hôpital et je me suis dans une clinique plutôt et bon, une certaine nuit, bon, j'ai giclé hors du corps, j'ai commencé à traverser les étages, les plafonds de béton. Et ça était quasiment la seule fois où j'ai fait demi-tour en disant bon non, je retourne dans la viande parce qu'elle a besoin de moi. C'était complètement fou parce que je souffrais atrocement. Donc la peur de la souffrance, enfin la peur, la souffrance peut être telle elle soit plus forte que la peur. À ce stade-là, si quelqu'un était venu pour me découper en morceaux à la tronçonneuse, j'aurais plutôt pris la chose comme un acte de libération. Donc voilà. Donc la peur de la mort et de la souffrance, bon, je vis exactement la même que tout un chacun. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à l'instant où la chose sera faite, la peur aura disparu. Je le sais par l'expérience. Voilà. Donc de nouveaux types de peurs, de nouveaux types, mais on a tendance à expérimenter la chose suivante, c'est que quand on monte en expérience et quand on gravit les étages, euh, la peur et la souffrance ont tendance à être des réalités qui n'existent plus. Voilà. Et c'est donc pas une règle universelle d'apprentissage. Moi, j'en porte témoignage. Il y a certains mondes que j'ai visités où il n'y a ni peur, ni souffrance, ni même travail, ni de lutte pour la survie, ni prédation. Alors, c'est comme ça existe. Comment je le sais? Ben, je suis allé, j'ai vu. Voilà. Donc, notre modèle de fonctionnement ici n'est pas un modèle applicable à peut-être même pas à tous les univers sur le plan physique, mais en tout cas certainement pas à tous les univers dimensionnels. Euh, Qu'est-ce qui, au vu de ce que nous vivons tous collectivement, et de toi, ta place à ta place dans ce collectif, qu'est-ce que tu inviterais à faire ou à être pour les auditeurs du regard que tu as? Bah, écoute, je le dis succinctement dans le livre, hein, sans me faire trop d'illusions, je dis bon, allez-y voir vous-même. Voilà. Parce que tout ce que je peux vous raconter, même dans une magnifique émission comme la tienne, Laurent, ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Ça ne convaincra personne. Les gens
qui vont avoir accès à la connaissance sont les gens qui vont se dire, tiens, je vais peut-être essayer, je vais essayer, et réussissant à avoir l'expérience, ils sont plus dans la croyance, mais dans la connaissance. Et ils sont dans une étape importante qu'a vécu l'ami avec lequel j'étais hier, avant-hier maintenant, et dans un système dans lequel il va y avoir un basculement des valeurs, une redéfinition de ce qu'est la vie, la réalité, etc. Donc expérimentez par vous-même, ne déléguez pas cette vision des choses à quelqu'un d'autre, que ce soit un ami, un médium ou une autorité quelconque, politique, économique ou spirituelle, soi-disant. Moi, ce que je recommande, c'est l'expérience directe, d'où le sous-titre du bouquin. Ça veut dire votre expérience et la réalité, vivez-le vous-même, allez voir par vous-même. Et c'est possible. Ce n'est pas une question de don ni de truc. Non, c'est possible de faire ce qui est décrit dans ce bouquin. Je vous le garantis, c'est tout à fait possible pour tout le monde. 0,001% l'expérience de la réalité de Mark Auburn, Auburn Auburn. C'est aux éditions Interkeltia Atlante. Je vous épelle Interkeltia, enfin c'est avec un K tout simplement, et Atlante avec un S au cas où. Pour retrouver sur internet, vous pouvez le commander directement via le site de l'éditeur. Et nous arrivons à la fin de cette émission et c'était un réel plaisir. Et encore, hein, on aurait pu la continuer parce que j'ai pas mal de notes qu'on n'a pas développées, approfondies. Ça sera peut-être certainement d'ailleurs pour une prochaine émission. On peut pas tout faire. C'est déjà énorme tout le temps que tu as consacré à transmettre ton expérience, ce que tu avais vécu. Ce témoignage, il est très touchant. D'autant plus, en tout cas pour moi, pour la sincérité que j'ai ressentie dans le vécu quand tu parlais, tu le vivais. Donc merci beaucoup Marc. Ça a Merci été un réel Laurent. plaisir. Et puis pour cet ouvrage, je ne peux que recommander aux auditeurs de le parcourir. Il est très riche. Voilà. Moi, personnellement, un livre de 400 pages, je l'ai avalé. Donc voilà. Un grand merci. À une prochaine. Ben, peut-être Laurent. Qui sait? Merci aux auditeurs qui sont intervenus ce soir. Et voilà. Que chacun vive son expérience personnelle, encore une fois.